Salut les néo-autonomistes. Quand vous trouverez un lieu de vie et que vous commencerez à vous faire envahir par l'envie de planter une forêt comestible, une question reviendra sans cesse. À quoi va ressembler mon jardin dans 10 ou 15 ans? Et c'est chez Bastien que j'ai eu la possibilité de me faire une idée. C'est un lieu plein de vie et dans lequel on se sent bien. Je vous présente la forêt comestible Carmater, tout de suite sur l'archipel. Salut Bastien. Salut Brian. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Très bien. Ah. Est-ce que tu peux te présenter, dire aux gens où on est et ce que tu fais ici, je te prie? Ah, ouf, ça ferait une longue réponse déjà. Alors moi c'est Bastien. Ça fait déjà plus de 15 ans que j'ai commencé ce jardin du coup. Que j'ai commencé à la suite, quand j'ai arrêté les études, l'école, parce que j'en avais marre. Je suis allé faire mon école buissonnière. Et petit à petit, je me suis intéressé à l'autonomie, à comment faire pousser des légumes, à un peu vivre ce qu'on me disait que j'avais l'impression qu'on me disait que c'était difficile de pouvoir subvenir à ses besoins. Et moi ça m'intriguait et du coup je suis parti là-dedans. Du coup première année j'ai fait mon potager avec un copain où on habitait chez la grand-mère. Et là, premier été, autonome en légumes sur la saison. Tu vois, sur 2-3 mois, mais déjà t'es hyper content et du coup ça c'est une libération dans le sens où ça y est, je peux bouffer sans avoir le supermarché, sans avoir à gagner de l'argent forcément ou quoi. Par la suite j'ai commencé à apprendre les plantes médicinales, à m'intéresser à la forêt, tout ce qu'il y avait dans la forêt parce qu'il y a énormément de choses qu'on trouve là-bas quelque part. Et donc deuxième libération parce que du coup t'es encore plus libre et du coup le jardin pour moi c'est aussi un luxe et après 4 ans, 5 ans de colocation, on s'est vraiment intéressé avec les copains sur la partie maraîchage, c'était l'explosion de la permaculture en France. Nous c'est déjà ce qu'on faisait mais on n'avait pas le mot dessus quoi. Et donc là on a fait des plans, autonomie vraiment assez importante quoi. On était une dizaine quand même dans la coloc, donc on faisait tous les légumes, on faisait toutes les volailles et le surplus on l'échangeait contre du fromage, contre tout ce qu'on avait besoin sans problème. Et de là petit à petit ça a évolué en jardin forêt donc. Ce qu'on va voir aujourd'hui, aujourd'hui la plupart des arbres ont minimum 10 ans, il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 6 ans. Mais ça y est, ils me dépassent tous maintenant. Et on commence vraiment à avoir une synergie qui se met en place, un équilibre. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de problème de rétention d'eau, parce que c'était un terrain à la base qui était en hydromorphie. C'est-à-dire que l'hiver, il y avait trop d'eau, en gros, et que le sol était asphyxié, qu'il n'y avait plus d'air, donc l'humidité chasse l'oxygène du sol et la vie bactériologique du sol ne peut plus se faire, ce qui rend la culture très difficile au printemps pour la reprise et ce qui aussi peut empêcher certains arbres de pousser comme il faut. Aujourd'hui il n'y a plus ce problème parce qu'il y a des arbres qui sont mis un peu partout entre les fruitiers, il y a des sols qui drainent bien comme il faut, qui donnent des médicaments aux autres fruitiers quand il y a trop d'eau. Mais maintenant même après les grosses pluies qu'on a eues là récemment, la résurgence se fait sans problème, donc le sol est drainé et je peux cultiver quasiment directement après la pluie, un jour ou deux après, à part une ou deux petites zones qui restent un peu marécageuses, mais sinon ça va très bien. Tu es autonome en fruits et en légumes? En fruits et en légumes, on est autonome. À partir d'avril, j'ai mes premiers fruits qui arrivent et j'en ai quand même suffisamment, notamment les élagus qui commencent quand même. Enfin, je me fais des gros bols, quoi. Donc c'est des petits fruits, mais une fois que tu les as ramassés, je me les mange par paquet, il n'y a pas de problème. C'est très bon. Et ça continue à peu près jusqu'en décembre où on a du fruit frais sans arrêt. On fait aussi un peu de séchage, donc on en conserve pendant l'hiver. Okay. L'hiver, on commande encore des oranges et des petits trucs comme ça. On a des producteurs en direct, du coup, par une coopérative en Espagne. Mais là, j'ai des fruitiers comme les kiwis qui ne donnent pas encore, j'ai des kakis qui ne donnent pas encore, il y a certaines pommes de garde qui ne donnent presque rien. Donc une fois que tout ça, ça donne, j'ai des fruits frais toute l'année. Et moi quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de transfo parce que j'avais pas de jardin, donc j'allais chercher partout des fruits d'ici, de là, je faisais des confitures, mes transfos dans tous les sens et tout. Aujourd'hui, j'en arrive à un point en fait où je peux consommer sans avoir à faire des conserves et quand même continuer à me nourrir. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que ça peut être beaucoup de travail un jardin. Moi je le conçois j'ai une forte envie de liberté au fond de moi en fait. Et que je travaille toujours et je conçois ce jardin. En fait, c'est un peu l'équilibre entre ma liberté et faire quelque chose dans le concret en quelque sorte. Tu es un peu en train de dire, moi je te coupe, mais tu es un peu en train de dire, parce qu'il y en a tellement qui disent tout le temps, rappelle-toi on a parlé tout à l'heure, moi je passe tant d'heures dessus et tout.
tu te sens libre aussi parce que tu aimes ce que tu fais et qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Non, il y a la contrainte de, oui, il faut semer les haricots telle date, oui, il faut... Donc c'est des petites contraintes, mais plus t'en fais avec les années, ça commence à rentrer, je sais pas, dans mes cellules, on va dire, ça rentre dans les gènes. En fait, je sais qu'à cette date, il faut que je fasse ça, donc je m'en préoccupe plus. Et puis maintenant, je sais que si je rate cette date-là, ça pourrait être un stress, me dire, ah merde, j'ai pas planté mes haricots pour cette saison, c'est foutu. Mais vu la masse de ce qui pousse, j'ai toujours quelque chose. Donc une année, j'ai raté les haricots, une année, j'ai raté les courgettes, mais c'est plus un stress parce que de toute manière, en sauvage, il pousse déjà tellement de choses, et notamment les fruits. Donc on a parlé des fruits, donc je suis autonome en fruits. Donc dans la même idée, j'ai pas envie de replanter chaque année des légumes. C'est la parcelle que vraiment, bon, je me dis que je kiffe grave. Mais il y a bientôt des arbres, c'est les carganiers du coup, qui font des petits pois. Il y a l'arbre de Judée où on mange les gousses aussi, il y a le févier, il y a le tilleul, il y a plein d'arbres comme ça qu'on commence à voir de plus en plus. Tu n'as pas ressemé d'année en année alors? Que j'ai pas, ouais, que t'as pas besoin de ressemer, quoi. Qui au bout de 10 ans, ils donnent, et on le voit aujourd'hui, les châtaigniers qui nous ont laissé les arrière-grands-parents ou les arrière-arrière-grands-parents, on s'en nourrit encore aujourd'hui. Ces châtaigniers, ils produisent encore des 500 kilos, une tonne par arbre, quoi. Donc... Là, tu es en train de chauffer les gens qui sont en train de regarder. On va faire le tour parce que c'est vrai que tout ce que tu dis et tout, enfin, moi j'ai déjà fait le tour. Moi j'ai fait le tour. Non, franchement, on commence à leur montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Allez, on fait un petit tour. On est sur combien de mètres carrés ici? On est sur 4000 mètres carrés, un peu plus. Donc 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés, 4000 mètres carrés. T'as combien d'arbres de plantés, à peu près de plants d'arbres? Alors j'ai arrêté de compter. Il y a 4-5 ans, on avait fait juste un petit inventaire qui avait 60 sortes de fruits. Mais on est au minimum à 200-300 arbres fruitiers, minimum. Ouais. Et des petits, après il y a des plus gros, et après un petit fruit, on triple, on quadruple facilement. Je vais montrer le sol un peu, que les gens aient une idée aussi. Tiens, regarde, on s'arrête là, au hasard, hein. On s'arrête là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors pense à montrer, parce que voilà, je fais un plan, mais pense à nous montrer là sur... Alors il y a quoi? Il y a 1m50 par 1m50. Ouais, c'est ça. Et donc il y a 3 mètres carrés à peine. C'est ça? Alors si tu veux, en mathématiques... non, ça fait du coup même pas 2 mètres carrés du coup. 2 mètres carrés, grosso modo. Donc on a des gros émergents. Donc dans une forêt, les émergents, on va considérer que c'est les arbres les plus hauts. D'accord. Et dans une forêt, par exemple tropicale, où on a vraiment les émergents, on considère qu'il y a 20% d'émergents. Alors ici, on pourrait faire un peu moins, mais j'essaye d'avoir 20% d'émergents, du coup, d'arbres vraiment hauts dans ma forêt. Donc là-dessous, on a... C'est quoi, excuse-moi, les arbres hauts là? C'est des bananiers? C'est les bananiers pour le coup. D'accord. Voilà. Ça produit pas encore? Non, ceux-là, ils produiront pas, ou s'ils produisent, ce ne sera pas des bananes qui arriveront en maturité. Par contre, je peux utiliser les feuilles, faire des papillotes, cuire dans le feu, utiliser comme assiette, quoi que ce soit. Mais là, on replonge direct et on voit les restes de la tétragone. La tétragone, c'est cette petite plante-là, on peut montrer. Hop, je vais goûter, hein. Tout ce que tu vas me présenter. Dis-moi juste s'il faut les manger crus ou cuits. Ouais, tu peux les cuire. Tu peux les manger crus. Mettre devant, je sais pas si je pourrais faire. Non, je peux pas avec la à cette époque, c'est un peu d'amertume, donc on les cuit plutôt. Ça reste un peu amer, quoi. Je connais plus ou moins, mais moi ça va, c'est pas. Donc la tétragone, là, elle est à 2 pieds et ça me fournit de la salade depuis déjà janvier. Tu peux montrer aux gens un petit peu. Donc ce pied, là, il est là. D'accord, génial. Ouais, c'est vraiment les restes. Okay. Juste à côté, on a une petite menthe fraise qui fait sa vie là, qui court autour. Pop. Entre la petite menthe fraise, on a les vrais fraisiers. Ouais. Alors ça, c'est une fraise qui tu verras jamais voilà, elle est toute petite. Il y en a des grosses aussi. Eh ouais, elle n'est pas calibrée quoi. Mais prendre. Je me permets, hein. Merci. Je triche. Excusez-moi, je mange en même temps. Elle est très bonne. Elle est hyper envahissante. Par contre, c'est pas une fraise qui se tienne, donc on la verra jamais dans le commerce ou quoi que ce soit. C'est une fraise des bois un peu, on peut dire limite. Ouais, limite. Je vois, il y a du chou. Il y a du chou qui est calé entre. Ouais, c'est quoi il y a un agrume là, il me semble. Là, il y a un petit agrume, ça c'est le citron jambéir. Ouais. C'est un citron qui vient d'Inde, un citron rugueux. Qui lui est censé résister à moins 15 de semis. Ah oui, d'accord. De semis. Donc là, juste, je rappelle, il y a 4000 mètres carrés. Là, on vient de montrer presque 2-3 mètres carrés. Donc la vidéo va faire 8 heures, hein. C'est le marathon, tu sais, on est prêt. Ce que j'adore, c'est que, alors on va un petit peu se pencher là-dessus, tu as une quinzaine d'agrumes qui pourraient résister à des gelées. Ah ouais, là le minimum que j'ai, c'est du moins 6, à part pour le caviar, qui lui doit faire du moins 2, plus ou moins, je sais pas exactement. Mais en gros, ouais, il y a même plus d'une quinzaine maintenant. On les montre? On peut les montrer. Tac, direct, tu peux faire demi-tour. Hop là. Celle-là commence à être connue, c'est la mandarine Satsuma.
Ouais. Donc mandarine Satsuma, c'est du moins 12 greffé sur Poncirus, c'est très important. S'il est greffé sur une autre variété, il fera sûrement du moins 10, moins 8, à voir. Là, Ah, il fait des beaux fruits là. Ici, il y en a une petite Oui. qui est déjà qui arrive. Et du coup, je viens de dire Poncirus. Poncirus, du coup, c'est l'agrume qui résiste à moins 25 degrés. Et c'est là-dessus qu'on greffe cela. Il y a d'ailleurs des variétés qui sont issues de croisements entre des mandarines, des citrons avec le Poncirus. C'est des fanatiques de citron qui ont fait ça, qui ont semé des milliers et des milliers et des milliers de graines. Et c'est sur milliers, des milliers, des milliers, des milliers de graines. Il y en a un qui est sorti qui a résisté au froid. Et ça donne par exemple, du coup, juste ici, là, le US 119. US 119, c'est une orange. Voilà. Donc ça, c'est un fruit de sélection de plusieurs dizaines, vingtaines d'années avant d'arriver à ça. Je pourrais t'en mettre une de côté. Regarde, dès que je vois des choses. C'est intéressant. Hein. Et du coup, ouais, c'est des oranges qui n'ont pas de goût d'orange, ils ont un goût de mangue banane, ce qui paraît. Alors j'en ai jamais goûté, ça va être la première année. Je suis trop content, ils sont déjà énormes, donc ils me tardent. US 119, c'est... On dirait un film avec le jardin. US 119, à côté il y a sa copine du coup, Citron Squat. Parce que lui, alors. Je montre un peu aux gens quand même où ça arrive. Il a quel âge? Alors il a pris une grosse gelée où il a perdu toutes ses feuilles. Ouais. Mais depuis il a quand même bien repoussé, il a 5-6 ans. 6 ans. Belle bête. Ouais, ça, mais les agrumes, du moment que ça a de l'eau, ça pousse, ça a 3 ou 4 pousses de croissance dans l'année. Et du coup c'est ce qui permet de... Rien que cette année, là c'est la pousse de l'année quoi. Tu vois, donc en début d'année, il était à moitié. Enfin, là, ça a poussé, mais tu peux enlever un gros bout, quoi. Impressionnant. Rien que lui, il a fait sa pousse cette année. Alors, il est là, qui lui? Quel est son prénom? Alors là, c'est un gros mélange, parce que les agrumes, ils se mélangent très facilement entre eux. C'est pour ça qu'on a des centaines et des centaines et des centaines de variétés. Ils sont toujours en train de se recroiser entre eux. Et ça, c'est un citrange squat, donc c'est un croisement entre une citrange, un kumquat et apparemment un lime. Ok. Voilà, donc lui aussi, il fait ses fruits. En forme de poire, un peu plus comme ça. On dirait. Tac. On dirait que tu le découvres. Ah, bien. Non mais c'est vrai que dès qu'on se promène à chaque fois. Ah mais toujours. Je sais à peu près où tout est, mais je les redécouvre à chaque fois. Ça c'est sûr. Et combien ça en, excuse-moi, rusticité? Rusticité, lui, il fait du moins 10, moins 12. Mais ça, c'est fou ça. Bah oui, c'est génial. C'est là je m'aperçois, je pensais que j'en avais déjà beaucoup des agrumes, mais après cette visite, je sens que je vais encore avoir besoin d'acheter un de ces 4 des choses. Je pense que je suis à la moitié de la collection des agrumes, quoi. Il y en a encore la moitié à trouver. Une bonne trentaine qui... C'est une bonne nouvelle. Carrément. Vas-y, je te suis sur le reste. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu étriqué, voilà. Celui-là, tu m'as dit que tu l'avais aussi, c'est le citron Meyer. Ouais. Alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il fleurit plusieurs fois dans l'année. Donc j'ai eu des citrons pendant l'hiver. Là, il y a des citrons qui vont arriver, là, qui sont gros, là. Qui vont arriver d'ici un mois ou deux. Ouais. Et après, il y a les nouveaux petits qui arrivent là, qui sont formés il n'y a pas longtemps. Lui, moins 7 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là, on peut rester à côté de lui, on zappe un peu les agrumes. Vas-y. On parle de, je pense que c'est le galanga, c'est une sorte de gingembre du coup. Ok. Là, c'est la fleur que tu manges, c'est pas les racines. Ok. Voilà. Et à côté, on a de l'utunia. Alors ça, c'est une plante qui est plutôt aquatique, mais qui supporte bien dans les sols un peu secs aussi. Et ça a un goût d'orange coriandre. Voilà. Okay. Et ça fait partie du coup des légumes qui sèment sans arrêt ou qui repoussent spontanément. Lui, de la racine, il repousse sans arrêt. Ce qui m'évite de planter de la coriandre, ça j'ai oublié. J'ai ça en abondance, je sais pas quoi en faire. Ouais, va te plaindre. Enfin, si, je sais quoi en faire en vrai, je sais quoi. Mais c'est bien, là, tu montes tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Sur vraiment les plantes, tu les plantes une fois, tu t'en occupes pour qu'elles puissent bien s'enraciner, après t'es tranquille. T'es tranquille. Ou pire, il y en a une, elle se fait manger par l'autre, mais t'en replantes, mais t'as beaucoup plus de marge et c'est quand même un plaisir, quoi. Non, c'est génial. C'est un plaisir. Allez, on commence ensuite. Ce qui est dingue, c'est que on est déjà à 13 minutes et on a fait 5 mètres. C'est parce qu'on fait une pause sur les agrumes, c'est pour ça. Non, on passe du temps. Je me plaindrai jamais de voir tout ça. C'est excellent. Du coup, on continue avec Limequat, celui-là. Okay. Limequat. Et ça va faire partie de ceux qui sont les moins résistants que j'ai. Lui, il fait du moins 6, après il a du mal. D'accord. Mais je l'ai perdu déjà. En fait, je l'ai pas perdu. Chaque année, il gelait. Donc je l'ai oublié dans un coin, je l'ai replanté. Je me suis dit, bon, il est mort, c'est fini. Et l'année dernière, à la fin de l'année, il était dans un coin, il est ressorti. Il a fait cette tige d'un coup, là. Et là, depuis, il n'a pas regelé. Bon, on n'a pas des hivers de ouf, là, en ce moment. Ouais. Mais même du moins 6, si je sais qu'il va faire plus froid, à la limite je le protège un peu et je sais qu'il va survivre en tout cas, quoi. Excellent. Et même s'il gèle, il aura le temps de repousser. Donc si une fois qu'il est installé,
même s'il gèle, si après il y a 5-6 années de clémence, on va dire, qu'il n'y a pas de trop grosse gelée, ça lui permettra quand même de faire des fruits du coup en attendant. Et peut-être au bout de 10 ans, il recrèvera en moitié, mais il repoussera. Voilà. C'est très, Donc, très bon de à savoir la limite, ça. ça va porter préjudice à la vieillesse, enfin à la longévité de l'arbre, mais au final, ça va quand même permettre d'avoir des citrons. Ah ben, et c'est ça- un petit peu aussi... c'est bien d'en collectionner, mais c'est quand même bien d'en goûter de temps en temps. Ah oui. Hop, attends, je me retourne. Hop là. Donc là, c'est un peu les petits derniers qui sont arrivés. Ouais. J'ai fait rentrer une dizaine de variétés pendant le Covid. Là, j'avais le temps de lire et de me dire qu'est-ce qui me manque. Ouais. Donc je les connais pas du tout par cœur encore. Je sais qu'il y a au moins deux Satsuma du coup en plus. Donc la variété Satsuma des mandarines, elle se décline aussi en différents phénotypes qui sont plus ou moins précoces. D'accord. Donc les premiers peuvent arriver en novembre et après en octobre. Donc on a au Ok. moins 2 mois de mandarines sans problème. Et ça te permet donc d'en avoir plus à l'année alors. Ouais, d'en avoir sur un plus long terme. Ouais. D'avoir une récolte échelonnée. Je fais pareil avec tout ce qui est prunes, groseilles, poires. J'essaye d'en avoir le plus tôt possible et jusqu'au plus longtemps possible. Les premières poires là, ça y est, on les mange depuis 2-3 jours. On Et ira en voir, il y en a des petites tout à l'heure, ouais. vous les verrez et vous les goûterez. Ah, en virtuel, les pauvres. Ils vont être dégoûtés à la fin de la... Si on en prend trop, les pauvres personnes qui regardent ça, ils vont En avoir gros, faim. attends, je vais- Le gros, lui, c'est quoi là ce que Alors tu... lui c'est Morton, Citrange Morton. Alors lui il est bien résisté au froid. Normalement il fait du moins 15. Ouais. Il n'est pas marqué dessus. Normalement je l'ai marqué sur le pot. Moins 12. Morton il fait du moins 12. Ils sont tous comestibles? Ils sont pas tous comestibles, mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont pas comestibles, les fleurs, elles, sont odorantes, sont délicieuses, donc on peut en faire des eaux d'oranger. Cette année, on a fait les premiers gâteaux avec, enfin, Excellent. délicieux. Et surtout, les fruits aussi sont utilisés. Il y en a certains, par exemple le papeda, là-bas, il est bien résistant. Et les fruits sont très, ouais, pas très bons à manger. Par contre, on les utilise dans la médecine chinoise, dans les bains, pour plein de maladies, pour soigner plein de choses. Le papeda, Yishang, il y en a un qui est à peu près bon, c'est le Ouais. Shanguyan ou Shanguyu, quelque Shanguyu. chose comme ça. Et c'est pas celui-ci? Attends, on va voir. Parce que On va si c'est vérifier. celui-ci, il est bon aussi. Hein, Ishangensis. Ah non, non, C'est Ishangensis. Mais je pense. Ouais, mais je me confonds encore là, je suis pas trop calé. Mais en tout cas, ils y sont. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir et qu'il y en a plein. Et oui. Il y en a plein, il y a celui-là, ça c'est Unchi, donc ça c'est les Satsuma. Ouais. Celui-là c'est quoi? Unchi, donc Satsuma aussi. D'accord. Là c'est le Recticulata. Le Recticulata, bon, lui il est assez résistant pareil, mais il est surtout médicinal. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un mandarinier de base, le Ouais. réticulateur. Ouais. D'accord. Ça va, je dis pas encore de bêtises. Ouf, je m'en sors. Et lui, Mayagawa. D'accord. Et ceux-là, Mayagawa. tu les laisses en serre ou vu qu'ils vont pouvoir aller. Il pourrait aller dehors. Ouais. Vu que je les achète, je préfère les mettre dans une serre bien protégée. Là, on a fait partir des centaines de poncirus. On en a une cinquantaine qui sont en maturité, enfin assez grands pour greffer, donc on commence à les greffer. Une fois qu'ils sont greffés, là, on va les mettre dehors par contre. Génial. Ok, d'accord. Comme ça, on conserve des pieds mères en gros. On ne prend pas trop de risques. Et après, on prend du risque en les planter dehors à différentes situations, dans la forêt, abrité ou près d'une D'accord, donc pierre. je vais vite planter des poncirus chez moi, je sais après où passer. Ah mince, t'as une branche qui a été coupée. Après, oh, quelle On les voit, tristesse. on les voit là, les petits poncirus. Ah, excellent. Ah ouais, ça a bien pris. Hein. Et là, on va bientôt les rempoter. Là, j'ai le terreau qui est arrivé, là, que je dois aller chercher. Ouais. Et on va les mettre dans des grandes racines, dans des grands pots, parce que les poncirus, c'est un des seuls agrumes qui fait vraiment un pivot, Ouais. un gros pivot. Et oui, donc il est conseillé si vous mettez des graines plutôt des pépins de poncirus, il est conseillé d'avoir des pots plutôt profonds. C'est ça. Merci pour le conseil. Est-ce qu'on revient en arrière? On fait un tour Allez, là vas-y, bon, on avance C'est un bon, peu. on avance, hein. Au pire, tu sais quoi, on reviendra, mais il y a tellement de choses. Ça marche. Donc, on n'a pas fini les agrumes encore. Ah, Donc là, il y a le Volkenmeyer. Le Volkenmeyer, c'est un oranger. ouais, Tu pourrais faire des oranges plus ou moins comestibles, mais on greffe surtout dessus aussi. ok. Là, tac. Et les autres, là, il y a la main de Bouddha. Bon, ça, c'est vraiment des choses un peu fragiles, mais Ouais. c'est une manière à avoir. C'est vraiment marrant, hein. La main de Bouddha, je vous invite à regarder sur internet. Vous mettez agrumes, la main de Bouddha, c'est assez amusant de voir ce que ça a comme forme. Ouais. Et alors là, je vois aussi que tu as pas mal de vignes. Ouais. Tu te spécialises un peu ou c'est des trucs que tu avais pris comme ça et que tu as replanté Bon, spécialisé, non, pas trop. Parce que ouais, je vais faire le tour de la collection des variétés interdites. Ouais. Et ça, pour l'instant, j'en ai 2-3. Cette année, j'ai voulu commander d'autres variétés interdites. Ouais, interdites. Mais c'est déjà parti, donc du coup, j'en ai pris d'autres qui avaient l'air tout à fait intéressants aussi et vraiment dans un souci de précocité et tout ça. Après, on en met partout facilement, du coup,
de la vie, pour que ça grimpe un peu partout, et pour faire du vin après avec, ce serait bien. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est le premier truc que tu dis, c'est pourquoi mettre des trucs en serre qui pourraient très bien marcher dehors en fait. Mais c'est tout simplement, encore une fois, la précocité. C'est-à-dire que l'Isabelle qui arrive là-bas, qui est plantée en début de serre, il arrive un mois avant celle qui est dehors. Où je mangeais des raisins à partir de mi-août sans problème, sans que ce soit des variétés vraiment précoces. Donc rien que pour ça. C'est des lianes qui montent facilement et que je peux facilement contrôler. Et dans la serre, il y a aussi cet effet de jardin-forêt qui est appliqué, c'est-à-dire qu'on a, du coup, je vous ai parlé des émergents, il y a les strates, toutes les strates elles sont là. Et depuis que les arbres qui sont, parce qu'il y a un gros pêcher qui fait des pêches immenses, plus l'akébia, plus les bananiers, plus voilà, deux, trois petits trucs comme ça qui traînent, au final ça régule la chaleur aussi pendant l'été. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on faisait que des légumes, on avait vraiment la grosse chaleur comme dans une serre qui était vraiment insupportable. Aujourd'hui, elle monte en température, mais ça reste quand même, je pense, 5-6 degrés en dessous, ou en tout cas, il y a plus d'humidité, d'évapotranspiration avec les arbres, ce qui fait que l'ambiance est plus agréable au final. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment très bien. Alors, tout ça, ça a été réfléchi suite à des erreurs, ou tu savais déjà à peu près où arriver ou... Non, moi j'avais dans ma tête, je veux une jungle depuis toujours. Alors ça a commencé par la vidéo de Macron où ça m'a mis des images sur ce que j'avais dans la tête un petit peu, le jardin de Moucron. Ah, je crois que tu avais dit Macron. Macron fait un très beau jardin. Il est résilient d'ailleurs. Pas de politique ici. Non, c'est les fraternités ouvrières à Moucron, me semble-t-il. Ouais, les fraternités, c'est ça. Pour que les gens, s'ils sont curieux, qu'ils aillent voir la folie qu'ils font sur même pas 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, il y a des arbres dans tous les sens. Alors c'est vraiment serré. Par exemple, il y a des pommiers parfois qui sont plantés à ça, quoi. Ce qui est vraiment efficace dans un petit jardin, mais qui demande beaucoup d'entretien par la suite aussi, de taille, et pour garder la fructification optimale, quoi. Et c'était quoi ta question ? Ma question, c'était de savoir si tu avais fait des tests pour pouvoir placer les choses comme ça. Est-ce qu'il y en a que tu déplantes, tu replantes, ou tu dis tiens je le mets, on va voir. Comment tu procèdes ? Parfois, quand je plante un arbre, souvent je passe une demi-heure dans le jardin et je me dis, en prenant en compte tout ce que je sais, la lumière, l'humidité, tout ça, et je le place à un endroit. Et parfois je reviens une semaine après en me disant, finalement, lui, il aura une meilleure place là-bas par exemple. Et je le fais. Le pêcher qui a poussé là, il a poussé tout seul. Et je me suis dit, je vais le laisser. Du coup, je le laisse, il a grandi. Il est plein sud par rapport à ma serre. Mais au final, ça ne gêne pas la production. Et j'ai pu observer du coup l'amélioration que ça m'a donné dans la serre au final. Donc c'est plutôt des erreurs, ça en est beaucoup d'erreurs au final. Aujourd'hui on a plein de bouquins, donc on les lit, on regarde, on expérimente, mais on continue à beaucoup expérimenter parce que c'est là que parfois on découvre quelque chose que personne n'aurait découvert parce que il aurait fait différemment ou autrement. C'est comme ça qu'on découvre beaucoup de choses. Voilà. Tu as oublié de dire quelque chose tout à l'heure, je t'avais demandé, donc on va le repréciser, comme ça pourra... Tu viens de quel coin ? On est dans quel coin ici ? On est dans le coin, le Ségur. Donc c'est dans le Tarn. Ah, encore un Tarnais. Tarn-Aveyron. Les gens ils vont en avoir marre de voir des Tarnais sur cette chaîne, il n'y a que ça. Mais ça va, moi je suis hollandais. Donc, donc ça veut dire quoi ? Bravo. Tu es dans le nord du Tarn. Pas qu'un Tarnais aujourd'hui. Tu es aussi donc tu es dans le nord du Tarn, à la limite de l'Aveyron. C'est à peu près ça. La pointe de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne. Ouais. Tu dis que tu es hollandais. Je suis hollandais, mes parents ils m'ont importé ici quand j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. Ils t'ont greffé ici. Ils m'ont greffé ici. On dit un petit bonjour pour nos... Je sais pas si les Hollandais regarderont un jour cette... Ja, zeker. Tuurlijk willen ze dat. Ze zouden eigenlijk heel graag een videootje hebben met Nederlands gepraat. Dus... Attends, je vais mettre les sous-titres. Pour de hele familie die naar me kijkt. Dit is mijn tuin. Et là, il est en train de dire, ne suivez pas l'archipel, c'est vraiment de la daube. Ce mec-là, c'est un charlatan, t'imagines. Et là, je fais, c'est très mignon comme langue, hein, c'est cool. Bon, là, on a fait un petit tour. Peut-être que je refilmerai 2-3 trucs. 2-3 trucs, il y en a tellement. Il y en a, on peut faire un petit zoom là-dessus parce qu'il est très intéressant. Alors, là, quand je l'ai acheté, il s'appelait Ail de Chine. Mais Ail de Chine, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y en a des variétés plus que ce que j'en connais. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Donc ça, les fleurs. Ça, on mange ça, c'est un petit goût d'ail. Tiens, tu veux goûter ? Allez, vas-y. Tous les mélanges que je vais faire. Hein. Sucré, salé, épicé. Ouais, c'est un peu sucré, c'est marrant. Ail sucré. Ail sucré. Et la tige, du coup ? Ouais. On va en ramasser une. Donc là, elle est persistante. Hein.
Alors attends, bouge pas. Je vais montrer aux gens, je vais me reculer, que je me trompe pas. Donc au final, ça fait un peu un mélange poireau, oignon. C'est ça, tu as goûté tout à l'heure. Ça, ouais. Ça se produit. Moi, je suis parti à 4 ans d'un pot. Ouais. Je l'ai tout divisé. Donc, et voilà. Qui est violet. Ouais. Donc celui-là, à partir d'un pot, j'ai fait toute la ligne qui a 2 ans maintenant ou 3 ans. Et là, j'en mets dehors maintenant. Carrément. Voilà. Et du coup, avec ça, ben, si j'ai pas d'oignons, si j'ai pas planté d'oignons, eh ben, j'ai des oignons toute l'année, des poireaux toute l'année. Ouais, c'est vrai que c'est un mélange, tu dis ail, mais Ouais. c'est Poireau, un peu échalote, oignon, poireau, un peu piquant. Ouais. Sucré Mais doux, aussi. Doux à la fois, quoi. Ouais, c'est très original. Donc ça fait vraiment partie de mes trucs. Ah, je vais c'est bien installer que tu plus. montres. Ouais, n'hésite pas, hein, dès qu'on passe devant tes favoris, si tu es pour leurs histoires ou quoi que ce soit. Bon, celle-là, vous aurez pas l'odeur à la caméra, hein, mais. Ouais, c'est quoi le nom ça? Alors, Tagette fructuosa. Alors pour les gens, j'ai senti tout à l'heure, ça sent la mangue. Tagette fructuosa. Fructuosa, ouais. Ça porte bien son nom. Et ça, c'est utilisé en tisane en Amérique du Sud. D'accord. Du coup, on a l'impression de boire un jus de. C'est pas un truc pour bien dormir justement, ça fait faire des rêves et tout, c'est pas ça? Je me suis pas renseigné encore. Non, j'ai une plante là, tu la vois, tu peux la voir un petit peu là, c'est l'ashwagandha. Je sais pas si vous avez entendu parler de celle-là. Là d'ici, je pourrais pas. Tu veux qu'on aille la voir? Ouais, Allez. on va la voir, allez, un petit Allez, tour il y a encore. tellement de choses. Allons les mettre en avant. Puis, tu sais, il y a des gens qui regardent l'archipel aussi souvent pour se donner des idées. Et donc, c'est celle-là. C'est pour ça que je monte mon jardin aussi. C'est pour donner de l'idée et pour montrer que c'est possible. Ça, c'est l'ashwagandha. Donc, c'est une solanacée et c'est la racine qu'on utilise en médecine. Ouais. C'est une plante qui est très réputée dans l'Ayurveda. Et alors, en petite quantité, c'est plutôt un boost du système immunitaire et un tonique. Et quand tu augmentes la dose, c'est très bien pour dormir. Voilà. Ok. Donc, Mais ça après, passe de tonique à dodo. Ouais, c'est ça. Excellent. Et T'as pareil, quoi au-dessus? Parce que- au-dessus, c'est une variété de nèfles. Donc, il y a la nèfle d'ici qu'on va voir plus tard. Ouais. Il y a la nèfle du Japon Et qui a des feuilles plus grosses, un peu plus dentelées, un peu plus velues, qui fait des fruits qu'en Grèce ils appellent ça les mouches-mouchas. Ok. C'est vraiment très bon. Ça arrive là, normalement ça arrive à maturité. J'avais un pied mais je ne l'ai plus parce qu'il était sur l'autre terrain. Et lui il n'a jamais fructifié, donc je pense qu'il faut un autre ami, mais j'ai pas retrouvé de plan encore, il est assez rare. Voilà. Et dessous on a patate douce. Là il y a un coin où vraiment c'est du mulch complet quoi. Allez, montre-nous le sol. Pour les gens comme moi qui avaient des sols tout durs. Ça, ici je peux creuser sans problème quoi. Ah, viens voir, Ah, attends là le petit lézard là, il est là. Non. Ah, c'est une Là, salamandre, C'est quoi? une salamandre. Ou un triton d'eau. Ouais, Tu veux voir c'est énorme. Bah ouais, noir et. Ouais, c'est énorme. Bah, tu vois, il voulait être. Je serai en vidéo, Pépère. Ah, c'est excellent. Ouais, j'arrête. À chaque année je le vois en fait, je le dérange à un moment donné Ah ou ouais. quoi. D'un moment, un jour, il va gronder. Ah ouais, ça aussi. fou. Ça c'est vraiment depuis qu'il y a toute la forêt là, il y a un nombre d'animaux qui revient. Il y a notamment il y a ces salamandres là. Ouais. Parce qu'ils trouvent de quoi se nourrir. Il y a ça et il y a les gros lézards verts. Je sais pas si t'as déjà vu toi les Oui. gros lézards verts. Ben là il y en a partout. Il y en a un il y en qui a du partout. bleu aussi un Ouais. peu. Ouais, ils sont trop beaux. Ils sont très très beaux. Bon, là, on sort de la. Il fait meilleur, hein. Je suis déjà un peu devant. On respire. L'asthmatique que je suis. Donc là on Alors. a le choix, on peut partir vers tout ça. Ah ouais, tu me laisses. Bah, à gauche, allez, on passe par là. Allez, on part par là. Allez. Donc là on arrive, paf, mais ça c'est pas mûr, on l'écoutera pas aujourd'hui. Merci. C'est des aronias. Voilà. Ok. Aronia, donc il y a des rouges, il y a des noirs, c'est plutôt une plante du froid, je crois que ça vient du Canada. D'accord. Ils en ont beaucoup implanté dans les pays Balkans, moi c'est en Lettonie que je l'ai découvert. Ouais, je découvre beaucoup de fruitiers aussi en voyage comme ça. Ah, ok, génial. C'est Ne dis Et- pas où un jour tu m'as proposé d'aller, hein, on garde une surprise. surprise, Je veux surprise. dire, ils vont aller à Amsterdam, le truc Et- qui a rien à voir. tout ça. Il a un peu du mal à arriver à maturité ici parce qu'il fait trop chaud pour lui. Mais c'est une baie qui a un goût de vin, il y a l'âpreté du vin en fait. Et c'est un des meilleurs en sirop par rapport au goût fort en fait qui prend le dessus sur le sucre. Et c'est un très bon régulateur de la tension. Il fait baisser la tension quand on a trop. Qui a pas mangé quand tu as déjà une tension basse. Ok, Voilà. c'est moi de savoir. Donc On passe par là. Et paf, on passe par là. un pommier là. C'est un peu de pommier parce que tu as montré Ouais. pas mal de choses un peu exotiques. Il y a des classiques aussi, ça va. Je suis pas obtus vers l'exotisme. Là, il y a un petit pommier que j'ai greffé moi. Ouais. Donc, c'est le premier qui fait des fruits. Il fait des fruits depuis l'année dernière.
Il a quel âge? Là, j'ai greffé il y a 3 ans. 3 ans, ouais. Donc attends, je vais montrer. 3 ans, il fait déjà ta taille. Ouais. Et encore, on ne les a pas arrosés. On n'a pas fait en sorte qu'ils poussent des merdes qui auraient pu être plus gros. Mais, et c'est quoi comme pommier? Là, je suis très nul là-dessus. Parce que du coup, j'ai pas noté. Je sais quel est quel. Moi, je sais que celui-là, il arrive à cette époque où... Ouais. Et c'est bon? Et ah oui, ils sont délicieuses. Mais tu sais, moi j'aime bien parce que ça rassure les gens. Ils se disent, ah bah c'est cool, au moins, même après 10-15 ans, ils découvrent aussi, ils plantent comme ça juste pour le plaisir de planter. Bah oui, je trouve ça génial. Bah oui. Bah, ce que j'ai surtout fait en sorte d'avoir, c'est un maximum d'étalement. Donc je me souviens pas forcément du nom de tous mes pommiers. Par contre, je sais que le premier, il arrive là fin juillet et qu'après, les derniers, c'est en octobre, voire il y en a un la pomme de glace, elle arrive, si je la connais. J'en connais quand même quelques-unes. Hein. Ah ouais, non, je connais pas pomme de glace. Et ou reine des glaces même. Et celle-là, elle arrive, elle peut même être cueillie parfois en janvier, quoi. Oh. Donc c'est vraiment la dernière que tu ramasses, donc tu as un étalement. Ça doit être une pomme de garde, non? Ouais, c'est des pommes de garde. Excellent. Bah, tiens, regarde, il y a un chemin, viens, on passe. Allez, on coupe comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin? On se promène. Ouais, il y a la filipendule qui est une plante sauvage du coup, mais qui est un peu la cousine de la reine des prés. Là, elle est en feuilles, on peut en croiser plus loin des en fleurs sûrement. Ouais. Et comme la reine des prés, il y a une aspirine naturelle qui est dedans. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, attention, c'est des recommandations, mais encore une fois, parce que quand on donne des conseils santé, oui, mais vous n'êtes pas... Non, c'est des recommandations. Oui, il faut aller voir, il faut apprendre, c'est pas juste... C'est possible de se soigner avec, mais il faut savoir, il faut aller avoir la connaissance qu'il faut avec, on est d'accord. Sinon, on va dire, Bastien, moi, j'arrête pas d'en prendre, j'ai encore mal, c'est de ta faute. Hein. Là, qu'on écraserait presque, c'est du sarrasin vivace. Alors, où ça? Vas-y, montre. Ça? Celui-là, ouais. Ok. Donc, celui-là, c'est... Excellent. Et alors comment on obtient de ça? Il faut le laisser pousser en graines, monter en graines pour le sarrasin, comment ça? En fait, il fait très peu de graines comparé à sa cousine, mais tu vois, là il fait des racines comme ça. Ouais. Tac. Et ça je rebouture partout. Ah, excellent. Et en gros, même parfois, tu peux coucher les feuilles comme ça, là, tu couches, tu mets de la paille par-dessus, et hop, ça repousse. Tu consommes quoi dans le sarrasin, dans celui-là? C'est des feuilles. Ah, c'est des feuilles, d'accord. Okay. Genre là, il a commencé à pousser en mars. Ouais. Et jusqu'à la fin de la période chaude en fait. Ouais. Jusqu'à l'automne, il fait des feuilles que tu manges comme des épinards. Excellent. Sans problème. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je connaissais pas du tout. On ne serait pas obligé d'avoir ça pour avoir des feuilles ici. On a l'ortie, on a plein de trocs. Hein, mais... Et oui, j'ai vu, il y avait un peu d'ortie aussi. Alors ça c'est ok. Ça c'est arbousier. Arbousier. Okay. Arbousier sous les hippomées. D'accord. Les petits fruits mais ils sont pas mûrs, tu vois, ça fait des petits fruits comme ça là. Tac. Alors ça ressemble un peu à des fraises, mais ça n'a pas du tout le goût. Hein. Non, ça n'a pas du tout le goût, c'est bien picoré, c'est chouette. Juste à côté du coup on a du réfort qui se bagarre avec le reste. Alors explique-toi le réfort parce que moi j'en ai jamais goûté mais apparemment il arrache bien. Ça arrache bien, ouais, il utilise un substitut du wasabi. Okay. Du coup de la fin c'est presque la même famille apparemment. Et c'est la racine qu'on récolte pendant l'hiver du coup, et qu'on râpe. Et pour faire la sauce, on rajoute un peu de vinaigre et un peu de sucre. Okay. On mélange ce qu'on a râpé avec ça, on le lie un petit peu. Et là ça fait la sauce du coup, réfort comme ils connaissent en Alsace par exemple. Tiens, on vient de manger, tu me redonnes faim. Mais c'est vraiment délicieux, vraiment délicieux. Par contre, soit tu as un robot pour le mixer, soit tu as des masques et tout ce qu'il faut parce que c'est... Ah, ça te nettoie de partout. Les oignons à côté, c'est rien du tout. Déjà que les oignons, ouais, ça rage bien. Là, on a rentré du coup un petit chou et c'est un chou brocoli. Et lui, son petit nom, c'est Nin Star. Okay. Et c'est un brocoli qui est plus ou moins perpétuel parce qu'il va rester entre 6 et 10 ans en place dans le jardin, à condition qu'on lui coupe les fleurs pour pas qu'il s'épuise. Okay. Et dès la 2e, 3e année, il peut déjà produire une dizaine de têtes de brocolis. Bon, ça ne fait pas des brocolis comme ça, mais ça fait déjà des têtes de brocolis qui sont déjà assez honorables. Un peu plus gros que ceux âgés, quoi. Excellent. J'en découvre tous les jours. Je ne connaissais pas. Feijoa, grand classique. Feijoa, c'est ça. Du Japon aussi. Cognacier du Japon, celui-là. Là. Ouais, c'est bien. Ça, c'est les petits sidos. Ça fait des coins qui vont rester de cette taille-là. Là. C'est un goût de citron.
Et pareil, moi j'ai découvert ça en Lettonie du coup. Ouais. Et là-bas, ils sont habitués, tu les prends, tu les prépares, tu les coupes en menu, là, fines tranches. Ouais. Et tu mets ça avec du sucre dans un pot et tu laisses comme ça au frigo, sans stérilisation, rien. Et ça fait un petit jus que tu utilises qui a entre un goût citronné, floral, du coin x10 quoi. Excellent. On fait joie, pas à côté. Ouais, fait joie. Ouais, j'ai fait goûter. C'est juste pour le plaisir. Ah, je vais me permettre. Un bonbon. Après le mélange d'ail, ça va être très sympa, je sens. Merci. Ça passe. C'est étonnant parfois comment ça passe bien. C'est excellent. On dirait même l'ail, on dirait qu'il relève même le goût du pécho. C'est de la clé un peu. Hein. Il faut pas le goût. Pour les gens qui ne connaissent pas, il faut un peu leur donner envie d'en acheter. Ouais, c'est tout doux. Enfin, moi, ça me fait penser à un bonbon chimique à chaque fois, mais ouais. C'est vraiment des goûts qu'on ne croirait pas croiser comme ça dans la nature. Et c'est persistant comme feuillage. C'est persistant comme un feuillage, ça peut très bien supporter l'ombre, donc des arbres au-dessus de lui, ça supporte la taille sans problème, ça résiste à du moins 16, moins 18 suivant les phénotypes. Et même s'il gèle au-delà, il repartira une fois installé sans problème. Et moi j'ai eu des étés du coup où il a pas supporté la chaleur, mais il repart sans problème l'année d'après. Ça aime bien un peu d'arrosage pour avoir des beaux fruits quand même. Ah, d'accord. Ouais. Avoir les conseils de chacun. Tu vois, j'ai posé la question à Seb il n'y a pas longtemps, il me dit qu'il a arrosé quand même un petit peu pour avoir des beaux fruits. Quoi. D'accord. Donc on va voir si j'arrive à en avoir 100, mais pour l'instant ils ont du mal. Voilà, ça fait partie de la famille des plantes qui se ressèment et qui repoussent tout seul. Topinambour ? Ouais, alors ça c'est peut-être il y a 10 ans qu'on a cultivé du topinambour à cet endroit-là et il ressort chaque année. Toujours. C'est dingue. Donc ça je m'en préoccupe pas, les artichauts on s'en préoccupe pas, les cardons on s'en préoccupe pas, l'onagre qui est la grande fleur jaune qu'on voit là-bas. Oui. Alors attends, hop, je vais aller la filmer. Elles viennent d'Amérique du Sud. Ouais. Amérique du Sud, Amérique du Nord. D'accord, Amérique du Nord, ok. On les a ramenées de là-bas. Moi j'ai trouvé ça en sauvage ici, donc je croyais que c'était une plante d'ici. En se renseignant, ben non, c'est une plante qui s'est adaptée ici. Ah, c'est dingue. Aujourd'hui elle a colonisé bon nombre d'endroits. Ouais. Par contre la fleur se mange, sans problème. Les graines se mangent à l'intérieur aussi. Ouais. C'est quoi comme genre de goût? C'est très doux. Attends, je vais en prendre Vas-y. Permettre un petit. Une entière. Oh, ah, carrément. Ouais. À la fin de la visite, j'ai mangé 3 fois alors. Pas de goût, mais c'est léger. Alors, à la limite, tu vois, c'est ça qui a un peu de sucre là, en bout de fleur. Ouais, c'est un peu sucré hein, quand même. Moi, il y a des jours là, je déjeune comme ça, je fais le tour, je mange des fleurs. Ah, ça c'est. Même moi, je me prends pour une hippie du coup. Je te le dis très honnêtement, c'est un de mes rêves de pouvoir me promener et tout cueillir comme ça. Un petit repas comme ça en se promenant. Mais parce que je me suis dit la dernière fois, dans la logique d'observation de la nature dans laquelle on est en permaculture ou quelque chose comme ça, on observe et on regarde comment la nature fonctionne. Et là, je me disais, mais je regarde les animaux faire, je regarde tout faire. Ah, ils sont pas chiés à faire la cuisine. Hein. Ils vont, ils mangent au fur et à mesure. C'est vrai. Et naturellement, c'est bon, hein, tout ça. Et là-dessus, en fait, il y a un copain qui m'a beaucoup étonné là-dessus. C'est son régime alimentaire, c'était instinctivore. Instinctivore, du coup, c'est. Il n'y a rien qui est interdit en fait, mais c'est. Toi, qu'est-ce que tu as envie de manger en fait? Donc lui, il a toujours une caisse avec des fruits, des légumes, des choses comme ça. Et par rapport à l'odeur ou par rapport à ce qui lui fait envie à ce moment-là, il va manger ça. Donc il va manger 2-3 légumes comme ça en quantité non limite quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Au début, il mangeait même un peu de viande, mais qu'il faisait sécher lui-même pour pas avoir du sel ajouté et tout ça. Et ça lui réussit vraiment bien. Enfin, lui, il a fait ça après des problèmes médicaux, tout ça, qui l'ont beaucoup aidé. Ouais. Quoi. Là, voilà. Je mets encore une réserve sur ce genre de régime alimentaire, mais je connaissais pas. Je connaissais vraiment pas. Alors ça, c'est quoi? C'est un pommier, ça? Ça, c'est la pomme de reine de glace. Ah, c'est celle-là? C'est ça, la reine de glace. T'en parlais tout à l'heure. Ouais. Et il a quel âge, lui? Ouais, lui, il a 6 ans, 7 ans. Ah ouais, il est bien grand déjà. Ouais. Il va faire au moins 2,50, 3 mètres, même plus. Ouais, 3 mètres, il est fait. C'est impressionnant. Hop. Je te suis. À côté, il y a ça. Là, on a un exemplaire de l'herbe au faisan. Oui. Lecisteria. Lecisteria. Dur à dire. Un baie au goût caramel brûlé. Donc bon. C'est écœurant, hein, je trouve. C'est bon, mais. Moi, j'aime pas le caramel brûlé. Donc... mais pour ceux qui aiment le caramel brûlé, c'est sûr, là, ça fait bien. Si, peut-être, tu vois, tu prends une baie et je vois que tu as un côté, ça c'est des pêches. Ça, c'est les petites pêches.
Tu prends ça juste après. Si tu en as une bien sucrée et bien juteuse, je pense que tu sais, peut-être, comme tu dis, les fameux mélanges. Ouais. Ou tu fais un petit dessert avec la pêche, au-dessus tu mets genre pour faire effet caramel brûlé. Tu n'auras pas le croustillant, mais tu auras le goût. Énorme. Donc on a des fruitiers, on a tout ça. Là on a un polomnia qui lui est pas du tout fruitier, mais par contre il va me servir à faire de la biomasse, il peut me servir à faire du bois de construction très léger. Donc c'est vraiment une plante utilitaire. C'est une plante utilitaire. Qui a sa taille adulte en 3 ans. À peu près, d'après ce que À peu près. Ouais, ça dépend. Normalement, en fait, là où ils font vraiment du bois avec, pendant les 5 premières années, en fait, tu le recoupes. C'est-à-dire l'année dernière, il avait déjà atteint 4 mètres de haut, enfin 3 mètres de haut. Okay. Et normalement, au bout de la 5e année, donc tu recoupes chaque année à ras, tu sélectionnes une tige qui repousse. Et au bout de la 5e année, par exemple, il est censé faire au moins 5 mètres de haut, de la première pousse. Et on fait ça parce que l'apex, lui, il gèle. Donc en fait, le tronc, il repousse pas après. T'as dit un mot complexe. Qu'est-ce que l'apex? L'apex, c'est la terminaison de la plante. Donc ici, on a l'apex. Par exemple, c'est vraiment le bout qui... Le plus haut. La flèche, quoi. Okay. Voilà, ça c'est l'apex. Ah, je t'arrêterai sur les mots complexes. Et du coup, à partir de ces 5 ans-là, tu laisses grossir pendant 3, 4, 5 ans. Et ça fait du coup des fûts qui font 20-30 cm de diamètre, qui sont très légers. On fabrique les snowboards avec, on fabrique les skis. Et pourquoi pas du coup des cabanes très légères où on va voir ce qu'on arrive à en faire nous. Mais voilà. Encore du faisois. Là on a la petite pimprenelle. Petite pimprenelle cultivée. Je la mange plus à cette époque-là, mais sinon pendant tout l'hiver je la mange. Okay. Là c'est un peu coriace quoi. Mais c'est un petit goût de concombre. Voilà. Je veux pas être joueur. On tourne. Par où on tourne par là. Un design en permaculture ou t'as vraiment fait. T'étais instinctivore, instincti-plante? On a commencé à planter. Le mot design il commençait à peine à apparaître. C'était vraiment la permaculture et tout ce qui était vraiment lié avec. À l'époque, c'était Emilie Hazelip qui a beaucoup travaillé sur le conception, enfin sur le terme des buts, du paillage. Et donc, vu que c'est elle qui a un peu propagé l'idée de la permaculture en France, c'était beaucoup raccroché justement à toutes ces techniques agricoles. Aujourd'hui, la permaculture, ça y est, tout le monde a compris que c'est quelque chose de plus large, une organisation générale, mais à la base, il n'y a pas vraiment eu un design, sauf que le design de permaculture, il coule aussi de source, et quand on est un petit peu logique, sa maison, on l'a fait à côté de son potager parce qu'on n'a pas envie de faire 30 km pour aller à son potager. Ou alors l'eau, on fait en sorte que moi, j'ai pas envie de débourser des centaines d'euros en eau. Donc je fais en sorte, dès qu'il pleut, mon terrain il est drainé vers la serre. Du coup, quand il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau qui rentre dans la serre. Que si j'avais pas fait ce petit design-là, ça n'y arriverait pas. Mais on l'a pas posé sur papier. Aujourd'hui, je devrais recommencer quelque part. Oui, je fais un vrai design puisque maintenant j'ai les connaissances et je sais comment les végétaux poussent. Je sais qui a besoin de lumière, qui en a besoin de moins. J'ai vraiment beaucoup expérimenté, donc tout ça, maintenant oui, je ferais vraiment un bon design aussi niveau, pour que ce soit pratique au niveau des récoltes et tout dans la durée. Ça peut faire gagner du temps, n'empêche de passer par quelqu'un qui maîtrise bien et qui fait des designs, tu dois quand même gagner du temps sur ton installation. C'est ça, tu fais plein d'erreurs que tu fais pas, après il faut quand même faire ces expérimentations en soi, mais ça permet de gagner du temps, quoi. Donc toi, ça fait 10-15 ans que tu fais déjà ces expérimentations. Ouais. Tu donnes des cours un peu, tu fais des stages ou... On a commencé à faire des stages depuis 2-3 ans, on fait des petits stages avec des copains qui en proposaient aussi, donc on faisait un peu des interventions. Là, depuis l'année dernière, on propose nos propres stages, on a dû en annuler là, à cause du Covid, mais là en septembre, il y en a encore un où il reste quelques places, ça commence à se remplir. Donc on est très contents, c'est un peu le résultat de notre travail et moi c'est pour ça aujourd'hui que j'ouvre aussi là, le jardin, c'est pour vraiment montrer qu'il y a moyen de faire quelque chose de magnifique à la nature, qu'il n'y a pas de raison qu'on manque de nourriture. Sans formation de base en fait. Sans formation de base, c'est que de l'autodidacte, des livres. Je suis allé voir les gens qui avaient des connaissances qui me plaisaient, comme Seb, comme Sébastien, et Septembre, il est verte. Et un copain aussi que j'ai rencontré, avec qui on est devenus très potes, qui faisait du maraîchage, qui s'appelle Olivier, qui était maraîcher pour une AMAP. Aujourd'hui, il continue à faire des légumes pour lui-même. Et avec lui, j'ai appris énormément de choses sur tous les légumes, en fait. Donc ça fait prendre des bons entiers. L'année dernière, j'ai fait une petite formation sur l'agroforesterie agriculture syntropique, qui a été créée par Ernst Goetz, suisse-allemand, enfin moi je connais plus tout à fait ses origines. Et c'est une formation où je me disais, bon j'y vais, je connais déjà beaucoup de choses sur la formation des plantes et tout ça. Je suis allé en ayant un petit peu des appréhensions parce que je sais déjà beaucoup de choses et au final j'ai revu tous les trucs que je savais, mais en plus j'ai découvert
tellement de choses. Un nouveau monde Un s'est nouveau ouvert. monde, c'est ça. J'ai Chaque pris fois. un bond, donc cette petite formation de 15 jours m'a fait faire des bons de plusieurs années en fait dans mon jardin, des choses où je soupçonnais l'existence, que eux ils m'ont confirmé, notamment le fait que alors Hans Goat, il a reforesté 500 hectares de terre soi-disant pourrie, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait 500 hectares pour réussir en agriculture, sinon c'était pas la peine. Donc il a reforesté ces 500 hectares qui étaient ravagés au Brésil. Il y avait une rivière qui était asséchée, aujourd'hui la rivière recoule. Oh, c'est un truc de fou. Et lui, il avait travaillé sur des îles, et après des grosses catastrophes climatiques qui avaient rasé les champs, qui avaient tout abîmé, et bien, il y a eu des récoltes records après. Et il a commencé à se questionner, et il en est venu au fait que le rôle de la perturbation, donc de tailler les arbres, de tout casser, ça rapporte de la matière organique au sol, ça induit un stress à la terre qui fait mieux pousser le reste. Donc nous, on implique ça maintenant, donc j'ai des arbres. Là, on n'en voit pas directement, mais le paulownia, il peut en faire partie. C'est, on va dire, les arbres architecturaux, moi j'appelle ça les arbres sacrificiels, en gros, que vraiment je viens de tailler pour faire de la matière. Et en les taillant, ça va induire un stress. Du coup, la plante qui est juste à côté, elle va prendre un bond. Et Elle lui enverrait l'information. elle lui envoie l'information. Moi, j'ai fait le test. Son de taille. Ouais. Ah, c'est énorme. Et ça pousse 3 ou 4 fois mieux, quoi. Il y a un hormone, en fait, il y a une hormone de croissance en fait, qui est libérée au niveau des racines, et tous les autres racines en profitent. Par exemple, le grand arbre là, qui est là, le frêne, là, Ah ouais, alors le frêne c'est celui de tout derrière. c'est le gros, ouais. C'est vraiment le patriarche du jardin. Devant lui. Ouais. Ouais. Et lui, bon, déjà il faut imaginer les racines du frêne font 2 fois sa hauteur, donc ça veut dire qu'il couvre tout mon jardin déjà, donc ses racines elles sont partout. Mais lui il est là tranquille, il est devenu vieux, et il est dans une énergie de je suis là et on est bien. Et lui il envoie en gros quelque chose de plutôt apaisant, tu vas dire là on est bien ici, voilà. Et c'est bien, hein, mais ça induit pas une dynamique de pousse sur le terrain. On parle d'énergie là, on est d'accord, ou c'est quelque chose quand même. Non, c'est quelque chose de. Ça a été, Ah ouais, Ah ouais. oui, ils sont en train de le regarder. Ok. Ah oui, ils ont fait plein de tests là dans la terre. On pourrait en parler d'autres exemples aussi. Ouais. Mais Parce que moi je t'ai coupé, mais je pensais pas que c'était vraiment quelque chose de scientifiquement prouvé. C'est dingue. je sais pas à quel point, mais oui, oui. Là, ils ont prouvé que les racines, ça avait des terminaisons nerveuses semblables à nos terminaisons à nous, quoi. C'est un truc. Donc du coup, oui, oui. C'est fou. Bon, là, on a même pas fait la moitié, on est déjà 40 Même moi, j'ai la tête qui tourne parce qu'il y a tellement de choses à montrer, à regarder, à dire. T'as beaucoup de petits fruits. Attends, je suis juste devant. Ça, c'est quoi? Caseille? Caseille. Alors caseille. Caseille ou caseille? Je sais. Caseille. Alors, on va goûter. Ouais, Parce que, par contre, c'est plus avancé par rapport à chez moi. Ah ouais. On va. Ça dépend des années. Alors, essaye de décrire pour les gens qui n'en auraient jamais goûté. Un caseille, je trouve que c'est difficile à décrire. Alors, c'est très acide. En même temps, sucré comparé à la groseille. Et juste derrière. Je sais pas, un goût de soda, moi je dirais, à moitié. Ah ouais. Soda au presque fruit de la passion, limite, il y a moyen. Il y a Ouais, des fonds. c'est vrai. Il y a des Pas fonds bête. de fruits de la passion. Moi, je trouve ça très acide dès que tu l'exploses. T'as une acidité qui arrive, et après, t'as le sucre qui arrive. Ouais. C'est très très bon. C'est énorme. Et là, elle est là, donc. Et entre ces feuilles, il y a. Ça, c'est le nashi. Alors, le nashi, il n'y a pas énormément de personnes qui connaissent. Et lui, Ça commence à arriver. Hein. J'en Ouais, vois ça de plus en commence, plus ouais. dans les jardins, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, c'était. C'est- Ouais. et en gros, c'est une pomme poire, très rafraîchissante pendant l'été. Vraiment. Celui-là, c'est une variété qui devient assez énorme. Après, il y en a d'autres variétés qui sont plus petites. Mais que j'ai du mal à manger à maturité parce qu'il faut que je les ramasse avant. Parce que sinon, tu as les frelons qui mangent tout. Ah, grave, à ce point-là. Ouais. Et ils Ah, connaissent les les bons frelons, plans. ils connaissent les bons plans. Donc ça doit être vachement sucré parce que je crois qu'ils sont attirés par. Par le sucre, ouais. C'est super sucré et en même temps, quand tu les manges, tu sens le sucre, mais c'est quand même ça reste rafraîchissant, quoi. Bon, là, c'est quoi? C'est pêche de vigne ou pêche là en face de toi? Ouais, pêche de vigne, je comprends pas trop en fait. Pour moi, c'est vraiment pêche de vigne, c'est des pêches de noyaux et chacun avait sa pêche de vigne parce qu'autant de vignobles, autant de pêches différentes et autant. C'est ça. Pour moi, c'est Bon, c'est un péché. c'est un pêcher. Et la plupart des pêchers, ils sont de noyaux ici. Un pêcher, ça peut donner au bout de 3-4 ans quand il a été semé en direct. Et là, celui-là, il a un peu de cloque, mais sur la plupart des pêchers, on n'observe même pas de cloque. Il y a peut-être 2/10 de mes pêchers qui ont sévèrement la cloque qui empêche Je triche, je mens. de le faire pousser. Mais sinon, pas de problème. Mais même ceux qui ont la cloque, en fait, il arrive quand même à me faire des fruits à part ceux qui sont trop atteints. Mais du coup, je fais une sélection, j'enlève. Ça fait peur, c'est sur les petits parce que t'as la cloque partout en général quand ils sont Ouais. petits.
Mais ils s'en remettent hein, quand même. Ils s'en remettent. Et pareil, ça va faire peut-être que l'arbre il va vivre 20, 30 ans au lieu de vivre 80 ans. Mais nous, dans notre cycle à nous, il n'y a pas de problème. C'est bien comme ça, peut-être qu'il va faire des pêches plus rapidement. Il va dire, je me fais agresser, je vais peut-être mourir, il faut que je me reproduise. Et bien sur la masse de pêche que j'ai plantée, il y en a un, là, j'ai découvert l'année dernière, depuis qu'il me fait des fruits. Il va faire des fruits là dans 2-3 semaines. Donc les premiers fruits de pêche, ils arrivent là dans 2-3 semaines. Et les derniers, ils arrivent fin septembre, octobre. C'est dingue. Bon, bah on continue, mais c'est impressionnant quand même. 4000 m². On arrive à, allez, on va dire, entre 800 et 1000 choses plantées différentes. Ah ouais. Il n'y a pas 1000 variétés encore, mais... Non, quand je dis choses plantées, il peut y avoir plusieurs... Ah oui. Enfin, t'as fait 1000 trous, quoi. Ah ouais, minimum. Un minimum. Quand je regarde, parfois, je me dis, merde, c'est moi qui ai planté tout ça. Je montrerai des vues aériennes, bien sûr, pour les gens. Donc là, en fait, je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, ça se voit ou pas, mais moi, je fonctionne avec des petits îlots, au final. Oui. J'ai des petits passages, et entre, j'ai des... comme ici, là, j'ai un petit ovale, là, où l'herbe est au milieu. Pour l'instant, il y a... Attends, je vais mettre là-bas, alors, pour montrer. Je voulais me reculer pour te montrer celui en face, mais... Pour l'instant, j'ai surtout fait un travail sur les arbres fruitiers, donc tout ce qui va être la strate haute, les strates basses, les basses intermédiaires et les grimpantes que j'ai commencé à mettre, mais j'ai pas trop travaillé sur tout ce qui est plantes au niveau du sol. Donc là, bientôt, je vais rajouter beaucoup plus de menthe, beaucoup plus de plantes comestibles, en fait, des âges, des thés, des... Et là-dedans, il y a tout un panel que j'ai pas encore exploré et qu'on va venir explorer là. Et après, là-dedans, depuis 2 ans, je désherbe même plus, en fait. Avant, je continuais à désherber, même si je désherbais, je laissais sur place et je paillais. Aujourd'hui, je passe comme ça, en fait. Je regarde parce qu'il y a des pics parfois. Je passe juste et j'écrase au final. J'enlève un peu ce qui gêne la lumière. Et rien que le fait de venir aplatir au final, celui-là qui est là, hop, je viens aplatir et avant que ça se relève, ça va mettre déjà un petit mois. Et là de toute façon la plupart des plantes, elles ont fini leur cycle de végétation, donc elles ne vont plus me gêner. Et voilà. Alors moi je le fais pas trop parce que je me mets des épines partout, je vois que t'es pieds nus et je vois beaucoup de jardiniers pieds nus. Là j'ai vu, t'enjambes mieux le fait d'être pieds nus ou c'est plus pour la connexion Non, même il y a plein d'endroits là, il faut pas marcher pieds nus parce que du coup il y a plein de trucs à pic et tout. Moi je sais où il y a des piquants, où il n'y a pas de piquants. Là c'est plus coup, pour être relié à la terre quoi. Ouais, earthing, je crois. C'est agréable au final quoi. Enfin moi pour le moment, je suis encore dans la période où à chaque fois que je marche, je ressors, j'ai des épines plein les pieds quoi. Celui-là je regarde le nom, je me rappelle plus. Vas-y. Mais c'est un Calicanthus floridus. Et en gros, au bout de quelques années, genre au bout de 3-4 ans, on peut ramasser l'écorce. Ouais. Ce que je n'ai pas testé, mais qui aurait un goût de cannelle. Donc ça pourrait être un substitut au cannelle qu'on aurait ici. Oui, parce que je crois que c'est impossible d'en faire pousser ici. Non, je crois qu'ici, à part en serre chauffée ou serre chaude, on va avoir du mal. Est-ce que tu peux nous montrer pourquoi spécialement cet arbre tu lui as fait une petite robe et un voile d'ombrage, je pense. Parce qu'il est très très spécial. Très spécial et très fragile au début. Alors c'est un arbre qu'on commence à entendre parler aussi un petit peu, c'est la ciminier qui fait des fruits, le papao. Alors on aurait pu en voir parce qu'il portait des fruits, mais qui sont tombés avec les dernières pluies. Donc voilà. Mais lui, dans son biotope naturel, il pousse sous sa maman. Alors déjà, il pousse dans des zones qui sont quand même très humides, donc dans les forêts plutôt humides en fond de vallée. Ils viennent d'Amérique du Nord jusqu'au Canada, ils résistent à moins 25 degrés. Et du coup, lui, il a déjà dépassé sa protection. Il y en a d'autres des petits qui sont en dessous, et en gros, c'est pour le protéger tout simplement du soleil. Parce que ça aime vraiment l'humidité. Ça aime vraiment l'humidité et pas trop le soleil les premières années sur les feuilles. En gros, il a besoin de 3 ans d'être protégé avant de pouvoir se gérer tout seul. Parce qu'ici, il aura besoin d'être en plein soleil pour faire des beaux fruits parce qu'on n'a pas autant de lumière que dans son pays d'origine. Et vu que c'est un arbre qui coûte assez cher à l'achat, parce que c'est un arbre qui est cher à produire et difficile à mettre en place, on a vraiment envie de le protéger pour qu'il y arrive bien, quoi. Et je pense que c'est tous les gens qui en plantent, parce que je pense qu'il commence à y avoir du monde qui en plante, vraiment très important de le protéger pendant les 2-3 premières années, mettre un paillage d'1 mètre autour de lui et le tenir humide tout l'été, qu'il y ait de l'eau pour que vraiment il puisse s'implanter et après pousser. Une fois qu'il est installé, après il ne craint plus rien, mais ces 3 premières années sont vitales pour lui. Et les limaces adorent les feuilles, donc du coup... Ok, d'accord. Tu vois, on parlait d'épines, hop là, j'ai pas fait gaffe. On peut montrer, alors à chaque fois je fais vraiment, quand on fait une visite, je fais un
un petit tour global. Tu as une petite maison que vous avez fabriquée vous-même. Ouais, tu peux nous dire un peu comment tu l'as faite? Ouais. Avec mes petites mains, je suis allé chercher de la terre dans mon jardin. Ouais. J'ai enlevé la terre végétale et j'ai fait un gros tas d'argile. Ok. On a fait un muret en pierre sèche d'une quarantaine de centimètres de haut. Donc 45 cm de haut en pierre, c'est ce qu'il faut pour pas qu'il y ait des remontées d'humidité dans le mur et pas d'éclaboussures non plus qui viennent sur la paille, en gros quand il pleut. Sur ces petits murs-là, on a posé une structure en bois qui, la plupart viennent d'ici, mais il y en a aussi une bonne partie qui viennent de chez un copain qui avait de la forêt qui était en train d'abattre. Ok. Des arbres qui étaient mûrs. Vas-y, pendant que tu racontes, on va faire le tour pour voir. Et du coup, le toit, il est fait avec un abri de piscine qu'on a récupéré, qu'on a posé par-dessus cette structure en bois. Et entre le bois, on a rempli de bottes de paille qu'on est venu tout simplement enduire du coup après avec notre terre d'argile, avec une finition chaud à la fin. Finition chaud. Et à l'époque, cette cabane, elle m'avait pris 3 mois à fabriquer. Pour un coût de revient en comptant l'essence, le café, 2000 €. Ah oui, quand même. Et on pourrait faire moins cher, bien sûr. C'est vraiment. Avec l'expérience et tout. Taille des murs. Montre aux gens. Donc terre paille. Ouais. Et même là, c'est un jardin. Regarde, remonte un peu la caméra, tu vas voir. Attends, je monte juste comme ça, on voit un peu la paille là. Là, t'as eu un peu de perte là, un peu de. Bah, là, on est en train de changer parce que du coup, ici, ça se termine ici la cabane. Ouais. Et là, on est en train de faire une extension de terrasse pour faire une cuisine extérieure. Ok. Et donc, ouais, là, on a cassé. En fait, il y avait des morceaux de bois qui étaient autour. Donc là, on est en train de le reprendre. C'est les prochains travaux, on va dire. Excellent. Et tu me disais quoi? Il y a un jardin aussi Il y a un jardin au-dessus, oui, bien sûr. Au-dessus? Au-dessus. Là, si tu regardes ici, là, tu vois de la figue de Barbarie. Ah, énorme. Alors, je suis parti d'une petite oreille. Là, il est en train de coloniser un bon quart déjà du toit. Ça résiste bien au gelé alors? Et sans problème. Mais là-dessus, en fait, il a très peu d'eau au final. Donc, du coup, il résiste super bien. Et ça me fait des petites. C'est la variété, mais vraiment petite, quoi. Mais qui est très bonne aussi. Donc, qui est meilleure une fois séchée. Mais. J'ai pas de notion de ce que ça donnera vu que c'est trop haut pour moi. Ah, c'est énorme. Ça va, ça fait pas trop lourd de mettre de la terre sur un toit et tout? Au final, il y a très peu, quoi. Il y a à peine 5 cm et j'ai même pas mis de l'argile. Je suis allé chercher du terreau de déchets et j'ai jeté le terreau par-dessus. Et à la limite, parfois, il y a un petit trou et je remets un peu de terre par-dessus. Et en gros, ce qui fait la masse, c'est vraiment les plantes par-dessus qui prennent leur place au final. Puis elles doivent tisser avec les racines, ça doit après être solide. Hein. Ça doit faire un beau matelas, ouais. Ah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a à chaque fois? Je vois des nouvelles choses. Des cassis, donc on connaît bien. Hein. Ah, bah, voilà, ceux-là, ils sont pas tout à fait mûrs encore. Ah mince. Ça, tu vas tirer la gueule. Je pense. Imagine, c'est bon, tu sais, après avoir entendu. Ah non, là c'est trop. Là, on peut faire un petit plant, tu vois le figuier qu'il y a là? Ouais. Alors ce figuier il était tout petit, je l'ai planté là. Et tout autour a poussé beaucoup plus vite, mais lui était beaucoup plus petit. Et on peut imaginer une succession dans le temps au final. C'est que là, ce cerisier là, c'était un cerisier que j'avais acheté quand j'étais jeune dans un Leclerc qui faisait, tu vois, qui tirait la gueule, mais qui était pas cher. Dans un supermarché, pardon. Je suis pas habitué moi encore. Pas de soucis. Je suis innocent comme excuse. Ah mais t'inquiète pas. Alors là, non, mais... Mais on peut imaginer du coup dans le futur que lui il va prendre toute sa place. Là il y avait un pêcher qui commence à être malade du coup que j'ai coupé, donc il aura beaucoup plus de place. Mais tout le temps où lui il n'était pas grand, mais autour j'ai quand même eu des fructifications. J'ai eu des groseilles, j'ai eu des fraises, j'ai eu des pêches, j'ai eu des cerises. Et une fois que je veux plus ça et que je veux que lui prenne sa place, ça y est, après il prendra sa place sans problème. Donc on prévoit dans le temps aussi. Un jardin forêt, c'est ça, c'est comparé à un jardin classique où on est à plat, on va dire 1D, et bien là on passe dans du 5D même. Dans votre cinéma, le 5D. Et dans le temps aussi, en fait, on prévoit vraiment dans le temps comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va prendre sa place, qu'est-ce qu'on va enlever. Si là je laisse faire, en quelques années c'est redevenu une forêt primaire, on va dire, et dans une forêt primaire il y a très peu de fruitiers qui poussent. Ça va être plutôt du coup des arbres à feuilles qui permettent pas la vie des gros animaux, ça permet la vie des petits animaux, mais dans une grande forêt primaire comme on le connaît ici, c'est très stable, mais nous on n'y vivrait pas dessous. Nous on vit dans les clairières, c'est-à-dire que si un arbre tombe, ça fait beaucoup de lumière du coup au sol, et c'est là qu'il va y avoir les fruitiers, le maximum de biodiversité qui va se développer, et nous on va pouvoir se nourrir en fait. Et dis-moi, comment tu fais pour contenir tout ça? T'es seul dessus? T'as quand même aidé? Je fais venir de temps en temps des amis. Théoriquement, je peux l'entretenir seul. Ça dépend de qu'est-ce que je veux obtenir comme objectif.
Si c'est juste mon autonomie, je le gère. Après, je veux le montrer aux gens aussi, donc j'ai envie qu'il soit aussi beau le jardin, j'ai envie qu'il soit lisible pour les gens, et ça demande un travail en plus. Là, je l'ai réfléchi aussi pour avoir un maximum d'autonomie et de liberté, et dans le temps, il va demander de moins en moins de travail. L'herbe va pousser un peu moins vite à certains endroits. Il y aura tout un couvert végétal dessous qui montera pas plus haut que 30 cm, donc qui ne gênera pas les petits fruits. Il y aura juste de la taille et de la récolte à faire. Et donc niveau temps, moi j'y passe beaucoup de temps parce que c'est ma passion, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je fais, c'est pas du travail. Donc, mais tout seul on pourrait y arriver. Mais généralement j'ai ma copine qui m'aide pas mal, j'ai des potes qui viennent, on travaille beaucoup depuis toujours en chantier participatif, donc on va filer des coups de main à droite à gauche. Et on accueille de temps en temps des bouffeurs, mais sur des petites périodes du coup. Pas sur toute l'année, plutôt les années, le moment où il y a le boom et où il y a plein de choses à apprendre. On pas dû dire ça, t'es mort. T'es mort. T'as dit ça sur l'archipel, mais attends, à chaque fois, les gens, c'est génial, hein, tu sais, ils ont envie de, et je les comprends. Là, je vous donnerai son mail en description et non, je mettrai les liens de Karmata. Ce qu'il y a, ça va, j'ai qu'un mois de woofing en tout, tu vois, donc ça va quoi. Donc il faut s'inscrire à l'avance en tout cas. T'arrives à avancer quand même avec des woofers parce que j'ai des retours quand même où maintenant c'est de plus en plus difficile à encadrer le woofing. Et... Ben, ça peut être bien, mais il faut avoir une installation derrière qui est en place, qui permet vraiment de faire de l'accueil tout en gardant soi aussi des moments où tu as envie de prendre ton temps à toi. Parce que ça, quand il y a les gens qui viennent dans le jardin, surtout en woofing, il y a aussi une part d'envie d'apprendre, donc il faut être présent pour les gens aussi. Moi c'est pour ça que je choisis des courtes périodes où je sais que là je serai là, parce que le reste du temps moi aussi j'ai ma vie à mener. Et que j'aime bien aussi vivre à l'improviste parfois, vivre au jour à des moments, et je veux garder cette qualité de vie là. T'as bien raison. Mais là t'as des petites mûres, et ben non c'est pas des mûres, c'est des framboises. C'est des framboises. Mais qui ont goût de mûres. C'est dingue, fais voir. Ah, tu me réconcilies avec le palais là. Mon palais, il faisait la tête avec le cassis. Ah c'est très bon. Peut-être tant qu'on est là. Excellent. Tant qu'on est à faire goûter. C'est quoi, c'est des amélanges? Ça c'est des amélanges. Tu connais la variété de celui-là? Ah t'as encore regardé les étiquettes? Obélisque. Obélisque? Obélisque. C'est marrant comme... Alors lui du coup je peux dire en tout cas qu'il a 2 semaines de retard comparé aux autres, donc il est un peu plus tardif que les autres amélanchés. D'accord. Et la plupart de mes amélanges sont plutôt bonnes, à part une qui a plus des goûts de amande amère. Et celle-là c'est la bonne? Celle-là c'est de la bonne. C'est la bonne, c'est de la bonne. Alors fais voir, je t'en prends 2 quand même, je vais pas abuser. Je montre aux gens, hop. Alors fais voir les amélanges, j'en ai jamais goûté de ma vie, tu me fais découvrir. C'est pas les meilleurs encore. Mais c'est encore un chouïa amer je pense. Je connais pas mais je pense qu'il y a un petit... Alors je vois quel goût ça va avoir. Je pense pas que ce soit encore la bonne... C'est bon, j'aime bien. Donc là on a la cimignée qui est déjà un peu plus adulte. À partir de ce stade-là, il a quasiment plus besoin de protection, il va faire sa vie sans problème. D'accord, donc là pour les gens on va dire il fait à peu près 1m80, 2 mètres. Ouais. Pour avoir une idée de quand... Et alors là c'est pas... tu m'as dit tout à l'heure c'est pas des artichauts ça? Non, c'est des cardons. Dans le cardon du coup c'est pas la fleur qu'on mange qui reste assez petite, qui est très belle aussi, mais il n'y a rien à manger sur les feuilles, c'est tout sec. Même le cœur, on a essayé, c'est pas grand chose. D'accord. Par contre, ce qu'on fait sur le cardon, tu vois. Oh le pauvre. Non, ça fait de la matière. En gros, c'est cette partie qu'on mange en gros quoi. Ça, on mange, vous connaissez les blettes du coup, c'est la carne. Donc c'est cette partie-là du végétal. Et on enlève tout ce qui est cette verdure là. Surtout on laisse rien du tout, pas 1 mm de ça là. Pourquoi? Ça a un goût amer impressionnant. Ouais. Et avec ça tu peux regarder à quel point en fait même nos mains, le goût il est dans nos palais, tu le gardes un quart d'heure dans la main, tu vas finir par avoir le goût dans ta bouche. Ah ouais? Tellement ça c'est fou. En fait j'ai fait une visite une fois pendant l'été, je l'ai gardé comme ça, tu vois, je faisais la visite au bout de demi-heure, un quart d'heure, je suais beaucoup et j'ai le goût qui m'est venu dans la bouche. Et je m'étais même pas touché, je veux dire, la bouche avec, c'est vraiment, ça vient. Du coup c'est ça qu'on fait bouillir. C'est un goût un peu particulier. C'est même difficile à décrire. On dit, c'est pas basique comme goût, mais c'est un goût basique, comme si c'était pas acide ni neutre. C'est particulier. Moi j'aime beaucoup. Tu le fais bouillir? Tu fais bouillir, ouais. Et tu le ramasses quand c'est plein, parce que si c'est trop vieux, la carde elle est toute vide, mais pendant l'hiver. Il y en a qui les font blanchir aussi, donc du coup on les envelopperait. Hop, de la matière. C'est ça. En avant. Tu vois des patates sauvages qui poussent là, voilà, elles poussent toutes seules.
forcément. Ça, des patates, j'en ai encore qui ressortent d'il y a 4 ans à des endroits. Ça se ressème sans problème. Il y a un truc qui sent bon. Alors, est-ce que c'est un argousier derrière? Ouais, c'est pas l'argousier, c'est l'argousier du coup. Ouais. L'argousier qui est un fruit, pareil, hyper médicinal, qui soi-disant soigne 300 maladies dans la rue Ayurveda. En tout cas, c'est très vitaminé. C'est quand tu le prends pur, avec un peu de sucre et un peu d'eau, ça a presque le goût de banga tellement c'est hyper fort, quoi. C'est très fort. C'est meilleur que le banga, mais. Ah ben oui, sûrement pas. Mais je trouve que pour moi, c'est les références quand même des goûts que quand j'étais petit, quoi. Et ça, cet effet-là. Oh, la référence. Ouais. C'est vrai qu'on doit avoir le même âge. Et on m'a dit que ouais, à poids égal par rapport à de l'orange, il y a carrément plus de vitamine C. Beaucoup plus de vitamine C, ouais. Ah oui, oui. Mais il y a beaucoup de plantes comme ça, on place l'orange parce que c'est un produit facile c'est facile à produire en fait quelque part. Donc du coup on en a fait des quantités, mais même le cassis et même certaines feuilles contiennent plus que... On parle au poids, hein, bien sûr. Oui, on parle au poids. Et même là, je regarde parce qu'on est en train de faire une classification de toutes les plantes au jardin et tout ça, donc on se renseigne un peu plus, on essaie de les classifier par médicinal. Mais au fait, médicinal, quasiment la totalité des plantes ont un effet médical quand tu pousses le truc et que tu commences à regarder. Alors attends, Bastien, me dis pas que tu es en train de me dire que si on mange de son jardin, on va être en bonne santé quand même. Mais mince alors. On ne l'a pas prouvé, on ne peut pas le dire, mais... Ouais, on n'a pas payé des chercheurs 1 million par mois pour dire ouais, je vois le truc. T'as du saule, là j'en vois pas, mais je sais que t'en avais. Ouais. Tu fais des choses avec? Des paniers. Je fais des sols avec des paniers. Je fais des sols, enfin je fais des paniers avec les sols, pas des sols avec les paniers. Ouais. Mais par exemple, attends, est-ce que je peux prendre autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, je fais des liens avec, c'est-à-dire tant que ça n'a pas outé. Donc outé, ça veut dire que le bois il est devenu dur et que l'écorce s'est rattachée bien comme il faut au bois. Ouais. Avant ce stade-là, je vous montrerai, je sais pas si je peux montrer. En gros, tu coupes ta branche de sol et quand tu tires l'écorce, ça vient toute seule. Et ça fait des liens avec lesquels je peux m'amuser à attacher mes tomates. L'année dernière, j'ai fait ça, j'ai attaché toutes mes tomates avec. Excellent. Et voilà. Donc vraiment encore une plante utilitaire. Encore une plante utile. C'est le saule des vanniers, je crois, le nom. Saule des vanniers. Ouais, le saule pleureur, ça marche aussi. Donc là, derrière, tadam. Alors. Là, c'est un coin potager. Donc on va voir, il y a toute une zone, c'est une grosse forêt. Et dans cette forêt, j'ai laissé des petites clairières. Et là, c'est la clairière du jardin en butte. Donc il y a 6 buttes qui sont les uns à côté des autres, où je fais la plupart de mes légumes à l'extérieur du coup. Allez, donne-moi quelques-uns à la volée. Des légumes, alors chou rave, il y a du topinambour, il y a des poivrons, il y a du maïs, il y a de la salade, cornes de serre, il y a des choux de Milan, il y a des choux cabus, il y a de la betterave, il y a des oignons, il y a du poireau, il y a de la blette, il y a des petits pois mange-tout, il y a des petits pois normands, il y a encore des fèves. Il y a, allez, il manque des trucs, il y a du persil, il y a du céleri branche, il y a 2-3 céleri raves. Je crois encore 3 pour la route. Près de 3, bon, sur le côté, là, tac, il y a du chou brocoli perpétuel. Et qu'est-ce qu'il y a entre? Il y a de l'oca du Pérou un peu plus bas. Ah oui. Il y a quoi encore? Du pané. Il y a, 3 on a dit. Il manque un, il en manque un. Il y a de la courgette, c'est bon, c'est fait. Ah ouais. Tu sais quoi, je sais pas combien t'en as cité là, mais je crois qu'on est au moins à 15-20 là. Facile. Je demande un replay à l'arbitre, s'il vous plaît. Non, génial. La fleur de mauve aussi. C'est quoi? La fleur de mauve. La mauve. Pareil, ça n'a pas beaucoup de goût. Ah. Mais ça n'a pas beaucoup de goût. Si, ça a un goût. Je prends pas mal. Hein. T'aimes pas? Il n'y a pas de goût. Non, c'est neutre. C'est joli quoi. Ouais, il y a un peu de consistance et encore. Non, ça n'a pas de goût. T'es sûr? Ah, c'est comestible. Tu vas me faire comme. Parce que je sais que tu connais Rémi, du Jardin des Merveilles. Un jour, il me fait goûter un truc, il fait ah merde, je me suis trompé, c'est pas ça. Ça, c'est toxique. T'aurais vu ma tête. Hop, vas-y, ouais, c'est bien que tu me montres un peu où ne pas marcher parce qu'avec la caméra. Yes, merci. Tac. Donc, ça, c'était la petite partie du potager alors. Petite partie du potager. Si j'ai un petit goût là. 3 heures après, j'ai un petit olivier. Un petit olivier. Alors lui c'est... Là. Quelle variété c'est? Aubépine, ça c'est la famille des bananiers, c'est une fleur rouge cana. Ouais. Superbe fleur, c'est surtout décoratif. Hein. D'accord. Mais c'est très intéressant aussi. Entre donc dans les petits fruits là on a des groseilles Amakoro, je pense que même ça on peut goûter aussi. Alors là je te dirais pas non parce que j'adore. Je sais pas s'ils sont bien mûrs. Je suis deg de pas en avoir encore.
Si. Moi j'aime bien quand J'ai il pas commence encore à de fruits. flétrir comme ça. Là. Merci. J'ai pas encore de fruits. Oh là là. Alors ça, je te dis tout de suite, on dirait un sorbet à la framboise. Ouais. Et moi j'aime bien attendre que les fruits commencent à sécher là sur place de cela. Là. Ils commencent à se friper alors là. Ça apporte une petite acidité. Là où je pense que, au contraire, je pensais que ça aurait été plus sucré. Ouais. Mais petite acidité par rapport Il faut à ce que vraiment j'avais qu'ils soient bien mûrs pour qu'ils soient bien sucrés. Mais c'est pour ça flétris, une fois flétris, ils perdent cette acidité. Un autre nashi. Là il y a une fleur de lys du coup. Donc celle-là aussi on la mange. Hein. Moi j'aime bien la manger cuite, c'est un petit goût de champignon. Donc revenu à la poêle, c'est pouf pouf. Bon, là je le tenterai pas juste après parce que j'adore le goût du groseillier macro, c'est énorme. Ouais. Tu ramasses pas mal les cerises en ce moment? Ouais, on en a ramassé un peu, sauf qu'il a fait beaucoup de pluie, qu'elles ont éclaté d'un coup. Et elles sont toutes fait piquer là cette année, là très vite. Alors en 2 jours elles sont toutes piquées, donc on en fait encore quelques confitures et des petits transfos quoi. On en grappille un petit peu, mais il n'y a pas la grosse récolte cette année à cause de ça. Tu gères comment l'eau? Parce qu'avec tout ce que tu me montres... Ben, l'eau, ça fait le jardin, alors les arbres, je les ai quasiment jamais arrosés. Il n'y a que l'année dernière où j'ai commencé à arroser. Ouais. J'ai commencé à arroser pour une histoire de... qu'il y a des fruitiers maintenant que j'installe qui ne sont pas des fruitiers d'ici, qui ont quand même besoin de plus d'eau pour s'installer, surtout que je paye plus cher. Ouais. Donc j'ai vraiment envie qu'ils réussissent et d'avoir des fruits, donc ceux-là je les arrose. Mais alors, la serre, j'arrose 1 fois par semaine, bien comme il faut par contre. Ouais. Je suis branché à l'eau de ville pour l'instant. Ok, moi tu as aussi une mare? J'ai aussi une mare avec laquelle j'arrose en tout cas tout le printemps les semis, mais je la laisse tranquille la mer parce que j'ai vraiment envie qu'il soit l'eau pour les arbres qu'il y a autour et vraiment pour la biodiversité du lieu. Alors toi qui as, excuse-moi je te coupe, mais toi qui es à l'eau de ville, est-ce que tu sais à peu près combien de mètres cubes tu as? Parce que Rémi, c'est comme ça qu'il avait réussi à savoir combien il avait consommé. Comme il faut, ouais. T'as regardé, oui, non? J'ai pas regardé exactement, mais c'est très peu au final. Je crois que je suis à 25 mètres cubes, même pas. D'accord. Donc ça reste quand même pour un jardin. Hein. Ah oui, c'est ridicule. Après, on a parlé du design tout à l'heure. Je fais en sorte d'avoir la douche dans la serre. Quand je me douche, et bien, du coup, ça arrose aussi mes légumes autour. Génial. Ma petite cabane qu'on verra, il y a l'évier qui est branché dans une petite phytoépuration où le trop-plein il se déverse direct dans la serre, donc c'est direct dans les légumes. Donc je économise pas mal d'eau comme ça. Là, la prochaine étape, c'est de faire les réserves d'eau pour récolter l'eau des toits. D'accord. Ou faire un puits, mais bon, ça, il faut une autre finance pour faire des puits. Et... T'as envie de faire des puits? Ouais, un petit puits, j'aimerais bien. T'as fait venir un sourcier, tu sais si... Ah, l'eau, il est dessous. Ici, on est sur des nappes qui sont à 10 mètres de profond. Donc, Excellent. Après, j'ai pas choisi cette option dès le début. Ouais. Parce que j'ai la fosse septique du Ségur qui passe derrière. D'accord. Et ils vont faire une phytoépuration, mais jusqu'à présent, je pense que les nappes d'eau elles sont quand même un peu polluées pour la boire, par exemple. D'accord. Voilà. Mais bon, par contre, pour arroser des plantes et tout, ça va. Ça va très bien. Je me permets, je vais filmer là. C'est magnifique le nénuphar et tout. Donc là, il y a du romarin en premier plan et juste derrière la mare. Par là, on peut passer? Ouais. Ah ouais, allez, on va être un peu collant là. On peut. Signoredon rosa. Je filme en bas Ouais, vas-y. comme ça. Pour montrer, elle fait combien? Elle doit faire 20-30 mètres carrés? Ouais, 30 mètres carrés. Souvent, à cette heure-ci, il y a le petit serpent, souvent. Il est Ah ouais? Ouais. Il n'est pas l'autre jour, il y avait 2 petits serpents en train de jouer. Il y avait la portée de cette année et un de la portée de l'année dernière. Ils sont heureux ici. Ils sont bien. Hop, je te suis. Donc Signoredon rosa qui fait des gros signoredons. Ok. Qui chez moi a du mal à arriver à maturité. Je pense que dans le nord de la France il aura plus de facilité. Ici il a du mal avec la chaleur quand même. Tu parles de chaleur? De chaleur en fait au moment où il aurait besoin d'avoir de l'eau, il n'y a pas d'eau et le fruit il sèche avant maturité. D'accord. Mais tu m'as pas parlé des gelées, t'as quoi comme gelée ici à peu près? Ici on a connu en 2011 on a connu des moins 18 voire des moins 20 mais sur des très courtes périodes. Ouais. Généralement ici on a chaque année pendant 1 ou 2 semaines on a du moins 10, moins 15 mais sur des petites pointes. Il n'y a que vraiment en 2011 où c'est resté un peu plus longtemps. Okay. Et ça se répète tous les 10 ans, tous les 15 ans des gros chocs comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a la plupart de mes plantes ici résistent, tout ce qui est dehors là pour l'instant résiste. Il n'y aura que quelques agrumes qui vont souffrir un petit peu ou qui vont avoir du mal à reprendre, mais vu qu'ils ont eu 4-5 ans où ils ont bien poussé, ils ont la capacité à s'en remettre. Là on a de nouveau des argousiers, entre l'argousier on a une vigne qui commence à grimper. Ah j'avais pas vu ça, c'est énorme. C'est derrière. assez costaud pour soutenir une vigne alors. Ouais.
Au pire, la vigne fait plier le reste. Et comme tu disais, les fruitiers, ils aiment bien, plus les blanches sont obliques, plus ça devient fructifère. Et la vigne, elle joue carrément ce rôle en fait. Elle va venir prendre les branches, elle va faire oup. Sur l'ancien terrain qui était avec la maison, qui maintenant est vendu, il y avait un poirier comme ça où il y avait une vigne que j'ai laissée, que je taillais, qui était taillée sûrement depuis qu'il était là. Et les 2-3 dernières années, moi je l'ai laissé faire, donc je l'ai laissé partir. Et là, il s'est mis partout, il a donné 3 fois plus de récolte que ce qu'il donnait avant. Et il était sur un poirier, il a baissé toutes les branches du poirier à 45. Et là, direct. Et des gavets de poires après. Et ouais, c'est énorme. Et derrière toi, pêcher, je présume? Pêcher, il y en a partout des pêchers. Pêcher, sorbier. Alors ça, c'est un sorbier qui fait des fruits comme des petites poires. Moi, je vais te montrer, c'est lequel? Donc sorbier domestique, c'est celui-là. Ouais. Là, on a un arbre qui est structurel du coup. C'est l'orme. Donc l'orme, il apporte de l'azote, il apporte la verticalité aussi. Oui, je vois, il s'étend pas trop. Hein. Il s'étend pas trop, non. Et lui, on va venir le tailler, du coup, clac, clac. Il va faire un fût, il va me servir encore une fois d'émergent donc sur le terrain. Et ça, t'en as vraiment besoin de ce genre de... Ouais, d'arbres qui structurent le sol. Déjà, ils structurent le sol. En fait, on essaye de réimiter un peu le processus de forêt. Donc, on n'a pas vraiment besoin. On pourrait faire avec d'autres arbres. Par exemple, nous, on focalise beaucoup sur l'apport d'azote. Ouais. Mais si on met beaucoup de plantes et qu'on fait de la taille et qu'on met par terre, l'azote, il va venir de toute manière parce que les bactéries de l'air, les bactéries avec le bois sur le sol, en se décomposant, elles vont venir chercher l'azote de l'air aussi pour le fixer dans le sol. Il y a ça, et là. Hein, je commence un tout petit peu à le faire. Toi, tu dois le faire souvent. C'est génial de piocher comme ça quand tu te promènes. Je me permets parce que c'est... Là, le matin, c'est ça mon petit rituel du matin. Je fais mon tour, soit je mange comme ça direct, soit si je veux me faire un bon petit déjeuner tranquille, je prends tous mes fruits, je fais le tour, je m'assois. C'est tellement un bonheur d'arriver à ce point-là. C'est un truc, tiens, tu as pointé quelque chose du doigt, et j'en parle très régulièrement. On va en parler ensemble. On est d'accord aussi, on sera peut-être pas d'accord, mais moi, il n'y a pas un jour où j'étais chez moi, donc ça m'arrive peut-être un jour où j'ai dormi ailleurs, mais toutes les fois où je me suis réveillé chez moi, je fais mon tour du terrain. C'est un truc, mais je pense que c'est un peu plus grand, et surtout, tu dois avoir plus de choses à vérifier, mais tu dois faire ton tour dès que tu... On réveille, hein. On réveille, c'est ça. Je fais pas tout le tour au réveil, mais je fais un bon tour. Et je suis sûr une marche méditative. Tous les jours, tu découvres des trucs. Là, maintenant, c'est toutes les interactions qu'il y a avec les différents animaux, avec les oiseaux qui commencent à semer des trucs à droite à gauche. Donc on observe la végétation aussi qui change, parce que c'était quand même un champ avec que de l'herbe, il y avait quand même une belle diversité de plantes. Mais là, j'observe de plus en plus de variétés qui n'étaient pas là l'année dernière et qui commencent à s'installer, notamment l'alière, l'alière qu'on peut utiliser comme un légume, qui l'année dernière, il s'est installé dans une petite zone un peu ombrée. Il y avait une petite touffe, et l'année d'après, du coup, ça a fait 1 mètre carré, et là, cette année, on est à 3-4 mètres carrés où c'est ressème. Donc, de voir ça prendre, parce qu'en fait à la conception tu dis ouais, il y a plein de choses géniales qui vont en découler, ça va être très bien pour mon objectif que j'ai moi, et en fait quand tu le fais déjà tu remplis tes objectifs, et en plus ça remplit des objectifs que tu n'avais même pas pensé, donc des interactions qui sont tellement positives auxquelles mais jamais tu aurais pensé à ce moment là. Et... Tu restes humble, il y en a qui diraient ouais, je l'avais prévu. Non mais c'est vrai, hein. Ce qui est fou, c'est que il y a même des plantes, tu les mets à un endroit parce que bon, tu savais pas où les mettre sur le coup, ça t'est peut-être arrivé un cadeau, tu te dis tiens, je vais la mettre là, et elle t'embellit au début, elle est belle, et après elle t'améliore un terrain, une zone. Ça m'est déjà arrivé, là tu plantes, tu vois, un truc tout bête, moi j'ai planté de l'artichaut récemment, et l'artichaut ça fait beaucoup d'humidité en dessous quoi, tellement c'est... Ah ouais, ça fait une grosse racine en plus, un truc, ça va profond. Ça c'est le gumi. Gumi du Japon, ou Eleagnus multiflora. Dès qu'il y a des choses à goûter, je suis le premier. Hop là, on goûte. Alors, ça je connaissais pas. Oh, théâtre. Non mais plus, je connaissais pas, je vous cache pas, j'en ai goûté tout à l'heure. La confidence. Ça me l'a encore plus fait là. Ah, ouais. Puis derrière c'est bon. Le sucre il apparaît après. Gumi. Gumi du Japon, ouais. Il y a l'Eleagnus Olivier des Bohèmes. Lui, pareil, il a cette astringence, mais il a perd quand même à maturité totale du fruit. Ok. Lui, il a l'air de le garder un peu. Et Umbellata, je crois aussi, en Eleagnus qu'on peut. Ouais, il est là-bas aussi, ouais. Ah
Tu les as tous? Donc on a dit sorbier des sorbiers domestiques et juste derrière tu as le sorbier des oiseleurs. Des oiseleurs, ouais. Qui pareil, ça c'est un fruit qui est très fort en Lettonie et c'est là que moi je l'ai découvert aussi. Ça se consomme ça? Ça se consomme en confiture de vieux garçons quoi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vraiment s'il y a Qui personne, a du goût, qui pas le est sortir, pas sucré, qui est, tu vois, c'est le truc. c'est un faute de mieux. Ça colle au palais. C'est un faute de mieux. C'est faute de mieux, ouais, t'as ça. Wow. Puis pareil, pour faire la confiture, tu as vraiment un processus où tu portes à ébullition, tu laisses reposer pour que le goût s'améliore, quoi. Il fait bon vivre ici. Hein. Qu'est-ce que tu as de nouveau? Bon, la rhubarbe, c'est pas nouveau, ça c'est classique. Mais bon, ça se multiplie bien ici. Ok. On a là, on a toujours les. C'est un merle. Ça c'est un fruit exotique. Bon, notre assiminier, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé ici? Entre, il y a beaucoup de noisetiers aussi. Le noisetier, il a la capacité avec ses racines de servir de pomme mycorhizien, on dit. C'est-à-dire, il a la facilité de faire le lien entre d'autres végétaux et les champignons. Ah, c'est pour ça qu'on utilise des noisetiers truffiers ou je sais pas quoi aussi. Je sais pas Aussi, si. ouais. Ah, j'avais jamais tilté pourquoi. Et donc ça, tu peux faire la connexion entre d'autres végétaux. Ouais, ça aide à la connexion C'est entre les autres. Ça existe des noisetiers un peu nains? Parce que par contre, ça peut vite. Ouais, être- oui, ça existe. Ouais Ouais. Ok. Ils en font là pour balcon. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ils ont nanifié à peu près tout. Ouais. Le sureau, le Le sol de vanille. sol. Attends, est-ce qu'on va arriver à le choper là? J'ai pas pris mon couteau. Mais en gros, Arracher, ça doit être un peu complexe, non? ouais, ça dépend. En gros là, Ah, c'est ça. Alors attends. Attends, je vais montrer aux gens. Et comment ça s'appelle cette action? Tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'enlever. non, je crois que c'est. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai vraiment pas dit. Enlever juste l'écorce et tu fais des liens avec ça. En venderie, ils ont un mot pour ça, mais je crois que je le Ouais. connais même pas. Je compte sur les. Tu sais quoi? En commentaire, les abonnés, Ils le diront. n'hésitez pas à nous aider. Et du coup là, ça fait un lien qui est pas, c'est pas hyper costaud, mais ça suffit pour attacher les tomates. Tu peux le tresser, tu peux, sans problème. Excellent. Tu vois, je pensais pas que ça avait ça, parce que moi j'en ai pris pour du paillage. Je pensais pas que ça avait quand même cette fibre qui était utilisée. C'est quoi ça? Ça c'est du sureau, le sureau de chez nous, le sureau noir. Et lui pareil, arbre structurel on va dire, parce que ça fait partie des pionniers, donc vraiment il améliore le sol pour qu'une forêt puisse s'installer. On le voit souvent dans les haies en France. Hein. Ouais. Les feuilles sont très bons activateurs de compost, se dégradent très rapidement. Et lui c'est vraiment pour moi un arbre vraiment que j'appelle sacrificiel, où vraiment je le taille à ras pour ramener toute la partie par terre à différentes époques ou à différents endroits. Qui me fait des fruits aussi. Là on a l'autre Elea agnus du coup qui a déjà fait ses fruits il y a déjà un mois de ça. Et C'est énorme. c'est pas mal. Hein. Donc on voit. Ouais. C'est Alors pas attends, mal. on va se poser là, on tranquille. va- À moins que tu aies d'autres choses, mais on va se poser ici. Ouais. C'est là où je pose les questions, c'est la presse. Ta-da-da-ta-ta-ta. Je me mets là. Non, mais là on a fait un peu plus de la moitié. Ça pourrait être très long, mais pour que les gens aient une idée. Au pire, je mettrai les liens. Si tu fais des portes ouvertes et tout, les gens sont les bienvenus. Au pire, je reviendrai, mais qui s'incruste. Et alors, la première question, c'est t'as eu ce terrain, c'est familial à la base. À la base c'est familial. Il y avait des arbres. Il n'y avait pas d'arbres à part le gros frêne du coup et 2-3 chênes qui étaient en bordure du terrain. Ouais. Mais c'était qu'un champ. Ouais. Ok, c'est fou. Et t'as commencé à planter il y a 10 ou Il y 15 a ans les 15 ans, on a planté 10 fruitiers au fond là-bas. C'était à l'époque, j'avais une amie du coup qui travaillait au conservatoire de Pucelcy. Elle avait récupéré quelques arbres fruitiers de là-bas. Mais à cette époque-là, on n'y connaissait rien. On commençait à peine à vraiment faire notre potager, à découvrir tout ça. Eux, ils ont stagné vraiment les arbres que je plante maintenant. Je sais où je les plante. Il y a le sol, il s'est amélioré. Ils poussent 3 fois plus vite que les fruitiers que j'avais plantés à cette époque-là, qui étaient du coup dans cette zone de marécageuse. Et ça fait. J'ai une bonne partie des plantes que j'ai plantées, des gros arbres qu'on voit qui ont 10 ans, mais la plupart c'est 6 ans du coup au final. Ça fait vraiment 6 ans que je collectionne vraiment tous les fruitiers que je trouve et que j'ai envie d'y mettre. Si tu te voyais là il y a 10 ans, donc quand tu connaissais rien, avec ton expérience, qu'est-ce que tu te dirais? Les 2-3 conseils qui te feraient gagner du temps. Qui me ferait gagner du temps. Gagner du temps. Ben, je fais des bandes bien paillées, ça c'est sûr. Bien paillées, je prépare vraiment bien ma terre. Le plus important c'est préparer sa terre au final. Ensuite de choisir ses variétés, de choisir tout ce qu'on a envie d'y planter
dans le long terme. Et de planter vite des fruitiers qui vont donner vite. Donc les pêches, ça donne en 3-4 ans, donc on a vite du résultat. Les petits fruits, tout ce qui est groseille, tout ça, ça a vite du résultat. Donc planter des choses qui donnent vite du résultat. Histoire d'être un peu rassuré au début. Ouais, c'est ça, pour avoir du résultat, pour être satisfait. Après, pour vraiment gagner du temps, c'est de vraiment faire un bon design au final. Un bon design où tu étudies, chaque plante a besoin de ça d'ombre, ça d'ensoleillement. Mais ça, c'est très difficile quand on n'a pas eu un contact direct avec le jardin au final. Parce que tu peux avoir toutes les bases de conception pour créer un jardin qui est pratique, qui est fonctionnel. Il faut vraiment aller chercher les besoins des arbres et tout ça. Ça peut être un gros travail quand tu ne les connais pas encore. Moi, ça vient maintenant presque spontanément parce que j'ai vu les arbres, je les connais. Tu connais leurs besoins. Je connais leurs besoins, mais c'est à force, et le savoir il s'est accumulé au fur et à mesure du temps. Mais quand même l'idée c'est ça du coup, c'est de lire un bon bouquin tel que Le Jardin Forêt de Martin Crawford aux éditions Ulmer. Qui est vraiment très intéressant, qui donne vraiment plein de clés de conception parce qu'il donne vraiment un tel arbre fruitier, il va faire telle taille adulte, il va avoir besoin de tant d'azote, tant de phosphore pour... Ça c'est notre sujet, ouais. On est d'accord. Vachement... non, je te dis c'est vachement précieux comme conseil. Ah oui, il est vraiment... Moi je l'aurais eu il y a 10 ans, ouais, je l'aurais lu bien comme il faut avant de commencer. Je vais gagner du temps. J'avoue, je pensais pas que cette question elle te ferait authentiquer. Ouais, parce que gagner du temps, moi c'est quand même... Ouais. Non, mais quand je dis là, je parle pas. En plus, quand je parle en temps, tu sais bien, c'est pas pour être le meilleur, le plus. Non, c'est vraiment quand tu arrives sur un terrain, qu'est-ce qui t'a fait perdre du temps? Quels ont été les facteurs limitants qui faisaient que. Ça, c'est de pas avoir fait de design et d'avoir fait petit à petit au final, quoi, et d'apprendre de mes erreurs au fur et à mesure. Alors que si j'avais pris en compte et bien étudié, cet endroit je vais mettre ça, cet endroit je vais mettre ça, cet endroit je vais mettre ça comme ça. Et si j'avais tout placé bien comme il faut, ben ça y est, c'est implanté et je ne rechangerai pas. Alors que là, j'arrive à peu près à mon design que moi je veux avoir maintenant, mais j'ai repris plein de petites zones que j'ai rechangées. Mais je pense que même ça, même si tu fais un bon design, au final tu vas reprendre quelques zones parce que de toute manière ça n'a pas fait ce que tu voulais et que tu vas reprendre. Donc. Ok. Mais ouais, bien prendre soin de son sol, bien préparer le sol. Donc avant de planter, c'est même 1 an avant de planter, tu prépares les îlots, les lignes que tu veux faire, ou le potager, tu le pailles bien, tu le bâches, tu t'apportes de la matière. Et si ce travail est bien fait, ensuite tu fais un travail de conception de quel arbre tu places où, ben, ça devient très facile. En gros, si là par exemple je veux planter là et que j'ai pas préparé mon sol, ben, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors si je sais que là je veux planter, bien sûr ça demande de planifier au final. Mais cette planification, c'est ça qui va vraiment faire économiser du temps. Parce que je sais que là, je veux planter quelque chose, 1 an avant, j'ai paillé ou j'ai préparé le sol. Le jour, ça m'a pris 2 minutes à pailler, à faire ça, clac, clac. Le jour où je veux planter, hop, j'enlève la paille, je fais un coup de bêche, je plante l'arbre et c'est fini. Alors que là, si je veux planter direct, je creuse, je sue. Voilà. T'as juste à écarter quand c'est déjà préparé. Bon, alors, 2 questions plus simples. Avec tous les fruitiers que tu as, quels sont une sélection de 3 fruitiers qui sont vraiment super faciles à pousser, qui donnent bien, et tu sais vraiment le truc que les gens pourraient planter au début et qui leur donnerait des résultats simplement et sans et qui résistent à tout quoi. De groseille, pêche, casseille. Il y a les arbres qui parlent. Cette question dépend aussi du terrain où ils sont aussi, s'ils sont calcaires ou quoi. Mais en général, là c'est à toi que je pose, c'est pour ça. Alors sur mon terrain moi qui est plutôt un petit peu acide, c'est les groseilles ça marche super bien, les prunes ça marche super bien. Les cerises ça marche super bien et ça marche encore mieux en tout cas chez moi à partir de noyaux, c'est-à-dire que les pruniers qui sont semés spontanément de noyaux, il y en a certains ils font le double de la hauteur que ceux que j'ai greffés qui sont en place et ils ont produit en 4-5 ans certains quoi. Donc on a très vite des résultats avec ça. Les pêchers, si on en a plusieurs, ça donne au bout de 3-4 ans ça donne déjà des résultats. Ouais. Donc c'est très encourageant. C'est déjà pas mal. Et t'as quoi comme sol? Je t'ai même pas demandé. J'ai un sol plutôt argileux. Ok. Qui est profond, c'est-à-dire il n'y a pas de cailloux là. J'ai au moins en dessous, au moins 4-5 mètres d'argile facile quoi. Non mais c'est bien. Ouais, c'est super bien. Là on a creusé, là ce trou il était beaucoup plus profond, mais on a croisé quasiment aucun caillou. Eh mais tu vois, c'est argileux, ça garde l'eau en dessous. C'est gavé argileux. Regardez, on voit l'eau qui stagne. Ah, t'as un plastique là pour aller le chercher, bon courage. Celui-là là? Ouais. Ça va être. Attends. Ah ouais, attention, regardez, il faut que je filme. Ah mais non, mais t'es grand, tu triches. T'es grand, tu triches. Moi, tu aurais dû me le laisser, je t'aurais dit. Pour le bêtisier de fin d'année.
Et donc sur sol argileux, donc toi tu m'as dit ce qui avait bien poussé, il y a des trucs que t'aimerais, que tu as racheté plusieurs fois, qui a eu du mal à s'implanter? Ouais, les assimilés, mais ça j'en ai raté quelques-uns, mais c'est parce que c'est fragile. Pourquoi, ouais. Ouais. Après non, il y a tout qui pousse bien pour l'instant. Il y a tout ce qui va être... avant ça aurait été un problème parce que c'était vraiment en stagnation ici. Ouais. Du coup il y a plein d'arbres qui auraient des pourritures au niveau des racines parce que pas assez d'oxygène. Aujourd'hui ça arrive quasiment plus. Moi par contre je suis un petit peu exposé nord, mais vraiment limite. Mais je vois vraiment la différence avec d'autres lieux autour ici. Donc ça me refroidit un peu par rapport à des fruitiers qui auraient besoin de vraiment un maximum de soleil, comme les grenadiers et tout ça, que j'ai peur de ne pas réussir ici comme il faut. Quand même. Ils poussent, mais je pense que les fruits vont avoir un peu de difficulté à vraiment être bons, quoi. Mais ça c'est à voir, c'est à vérifier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, non, au niveau fruitier, il y a de temps en temps il y a un fruitier qui ne marche pas, mais c'est pas dû au fruitier, c'est dû à la plante qui est un peu malade à la base ou qui n'est pas très en forme, quoi. D'accord. Non, il y a tout qui marche. Ok. Je réfléchis, mais... Non, mais je pensais que... T'as pas l'air d'avoir trop galéré, parce que si tu m'as quand même parlé d'échecs, tu m'as dit qu'on apprenait là-dessus. Ça, c'est vrai qu'on en parle souvent, on dit les échecs, c'est de l'apprentissage. Mais t'as pas l'air d'avoir eu trop de... Ici, t'as des moins 15, tu m'as dit. Ouais, il y a des moins 15 l'hiver, ça arrive. C'est rare, ça, mais là-dessus, tout ce qu'il y a là, ça résiste à du moins 20 en fait. À part les agrumes que je rentre petit à petit, mais sinon, c'est pour ça que ça bronche pas. Ouais. Pour l'instant. Ok. Bon bah si, franchement, ça va être... C'est génial, hein. Il y a tellement à faire. On va parler un peu de Carmater. Qu'est-ce que c'est comme association? Alors Carmater, c'est une association qui a plein de petits objectifs, qui d'abord veut s'inscrire dans la vie locale par l'implication notamment dans le marché de Monestier. Donc on s'implique depuis plusieurs années à porter un marché de producteurs qui se fait tout l'été à Monestier. Ensuite, je l'ai créé cette association avec les copains pour pouvoir ouvrir le jardin et pour pouvoir montrer au public qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. D'accord, donc c'est visitable comme jardin. C'est visitable comme jardin. C'est visitable cette année à partir du 27 juin. On commence avec une journée du coup de 15h jusqu'à 22h avec scène ouverte pour les musiciens. D'ailleurs, je cherche encore des musiciens qui ont envie de jouer. Pour les musiciens en herbe qui ont envie de se lancer. Avec des visites tout au long de l'après-midi du jardin guidé, petite restauration buvette sur place. Et après on enchaîne du coup juillet, août, on est ouvert tous les mercredis, tous les samedis de 15h jusqu'à 7h. Voilà. Avec pareil, il y aura toujours des petites boissons à goûter du jardin, des petits fruits à goûter à la partie restauration. Parce que bien sûr, vu que moi c'est mon jardin où je vis, où je mange, je préfère pas que les gens y prélèvent directement en permanence. Je comprends, alors ça, normal. Je veux dire, je comprends, mais oui. Et un jour tu dis, ouais, je me rappelle, je vais aller chercher je sais pas, imaginons le groseillier à macro, il y en avait plein hier, t'arrives, il n'y a plus rien, t'es un peu embêté. Non, je comprends ça. Et du coup Carmater, c'est surtout ça, c'est une association pour pouvoir accueillir du public ici. Cette année, on a commencé à accueillir les écoles, l'année dernière, on a déjà accueilli des centres sociaux, avec des parents, des élèves, un peu de tout public. Qu'est-ce qu'on fait? On organise des petits événements du coup. Là, le 15 août, on a un petit concert aussi. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site carmater.com. Oh, t'inquiète pas, je mettrai le lien dans la description. Cool. Et c'est surtout l'histoire de potes ensemble en fait, où on a envie de s'impliquer dans la vie locale, dans exporter ça. Là, on est en train de regarder où est-ce qu'on peut planter. On a trouvé un petit terrain là que quelqu'un nous prête. On va venir planter des arbres fruitiers. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, c'est ça. Là, on aimerait travailler avec les mairies pour implanter des fruitiers dans les communes. D'accord. Donc on a plein de petits projets comme ça. On a d'autres projets qu'on n'en parle pas encore, mais c'est un joli projet qui porte sur l'autonomie, mais pas juste pour un lieu. C'est une autonomie du coup vraiment qu'on pense pour plusieurs communes du coup, et ce serait plutôt pour l'achat d'un outil. Mais de reste, je vous en dirai. Ok. Donc ça, c'est avec différentes assos où on se mobilise. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Des petites actions. Il y en a encore? Non, ça va déjà, c'est bien. On a plein d'idées, mais ça, on le gère à peu près, c'est déjà pas mal. Bastien, merci 1000 fois pour cette visite, mais... Ah, tu voulais encore me montrer un truc, là, je te voyais. Non, mais c'était chaud, il me reste encore de la pellicule. Et un peu de batterie. Non? Comme tu veux. Tu sais quoi, on s'en garde sous le coude pour la prochaine fois. Ça marche, pas de souci. Merci 1000 fois pour la visite, et j'espère que ça va inspirer les gens, parce que moi, quand je vois tout ça, ça me donne une petite idée de ce que j'arriverai peut-être à obtenir, et merci, c'est très inspirant, Bastien. À bientôt. À bientôt.